Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. Je vous aime tellement. Garde bien tes papiers, Hélène. Les documents, c'est ta protection. Les mots de Jacques résonnent dans ma tête, tandis que je fais glisser mes doigts sur notre photo de mariage. Son sourire figé dans le temps me fait encore mal au cœur, même 3 ans après sa disparition. Sur la photo, nous sommes debout devant notre première maison à Villeneuve-les-Pins, celle que nous avons achetée en 1985 avec son prêt d'ancien combattant. Nous étions si jeunes à l'époque, si pleins d'espoir. Je m'appelle Hélène Chambert et à 68 ans, je ne m'attendais jamais à me retrouver dans cette situation. Une veuve qui se bat pour sa dignité dans une maison qui ne ressemble plus à un foyer. Jacques et moi avions construit une belle vie ensemble. Rien d'extravagant, mais solide. Après son service militaire, il a travaillé dans le bâtiment pendant que j'étais infirmière diplômée jusqu'à la naissance de notre fils Bernard. Puis sont venues nos filles, Rachel et Amélie. Comme des millions de femmes de ma génération, j'ai fait le choix de rester à la maison. Le salaire de Jacques suffisait, et les enfants avaient besoin de moi. Je ne l'ai jamais regretté, pas une seule fois. Nous avons économisé sou par sou, et en 1985, nous avons acheté notre maison de 3 chambres à Villeneuve-les-Pins. Jacques était si fier ce jour-là, tenant l'acte de propriété entre ses mains. « C'est notre sécurité, Hélène », dit-il, les yeux brillants. « Quoi qu'il arrive, nous possédons cela. Personne ne peut nous l'enlever. » La maison a été entièrement remboursée en 2010. Je me souviens encore de notre petite fête, juste nous deux à ce moment-là, les enfants ayant grandi et quitté le nid. Jacques a fait griller des entrecôtes et j'ai préparé sa salade de pommes de terre préférée. Nous avons dansé dans la cuisine sur notre chanson de mariage. 6 ans plus tard, le diagnostic est tombé. Cancer du poumon. Le médecin a dit que c'était dû à son temps passé en Algérie, tous ces produits chimiques auxquels ils avaient été exposés. Mon mari fort et plein de vie s'est battu si courageusement jusqu'à la fin. 40 ans de mariage, effacés en 18 mois de visites à l'hôpital, de chimiothérapie et de soins palliatifs. Après les funérailles, j'ai essayé de vivre seule, mais la maison me semblait trop grande, trop silencieuse. Je me surprenais à parler à la chaise vide de Jacques, à préparer du café pour 2 par habitude. Le silence était assourdissant. Quand Bernard m'a proposé d'emménager chez eux, cela m'a semblé une bénédiction. « Juste le temps que tu reprennes des forces, maman », dit-il, sa main sur la mienne. « Ce n'est pas bon pour toi d'être seule en ce moment. » Sophie, ma belle-fille, hochait la tête avec enthousiasme à ses côtés. Les enfants s'ennuient de leur mamie. Ce serait tellement agréable de t'avoir près de nous. Mes petits-enfants, Raphaël et Émilie, ont scellé l'accord avec leurs visages enthousiastes. Comment aurais-je pu refuser? J'ai vendu la plupart de mes meubles, donné les outils de Jacques à l'association locale des anciens combattants et gardé seulement ce qui pouvait tenir dans leur chambre d'amis. La maison de Villeneuve-les-Pins est restée vide, mais je ne pouvais pas me résoudre à la vendre. Trop de souvenirs. Bernard a dit qu'il m'aiderait à décider quoi en faire plus tard. « On s'occupe de tout, maman », promit-il. « Toi, concentre-toi sur ta guérison. » J'aurais dû me souvenir des paroles de Jacques sur les documents à ce moment-là. Mais le chagrin a une façon de brouiller le jugement, de vous faire accorder votre confiance quand vous devriez questionner. Les 6 premiers mois chez Bernard et Sophie ont été adorables. Je préparais les repas du dimanche, j'aidais aux devoirs des petits-enfants et je me sentais utile à nouveau. Sophie bavardait avec moi autour du café du matin, me posant des questions sur ma vie avec Jacques, semblant sincèrement intéressée. Mes petits-enfants, Raphaël 10 ans et Émilie 8 ans, se précipitaient dans ma chambre les week-ends, se glissant dans mon lit pour que je leur raconte des histoires sur leur père quand il avait leur âge. Je pensais avoir retrouvé ma place. Un nouveau chapitre. Bernard travaillait comme ingénieur chez Airbus. Un bon travail stable qui l'occupait depuis 15 ans. Sophie avait travaillé dans le marketing dans une entreprise locale quand j'avais emménagé. Mais peu après, elle avait reçu une promotion au poste de directrice marketing. J'étais heureuse de son succès, même fière. Elle avait travaillé dur pour l'obtenir. Mes filles vivaient loin. Rachel à Lyon, traversant un divorce difficile. Amélie à Bordeaux, avec des jumeaux aux besoins particuliers. Nous parlions régulièrement au téléphone, mais elles avaient leurs propres défis. Quand je faisais allusion à des problèmes, elles disaient « Au moins, tu es avec Bernard. » Tu as tellement de chance que Sophie soit là pour t'aider.
De la chance. Le mot allait plus tard avoir un goût de cendre dans ma bouche. Je restais en contact avec quelques amis de notre ancien quartier, surtout Evelyne Martinez, qui connaissait Jacques et moi depuis 30 ans. Elle me rendait visite de temps en temps, apportant des empanadas faites maison et des nouvelles de Villeneuve-les-Pins. La maison des Dupont s'est vendue, me racontait-elle. La nouvelle famille a 3 jeunes enfants. Le quartier change, Hélène, mais chaque fois qu'elle me demandait comment je m'adaptais, je souriais et disais que tout allait bien. Je ne voulais pas paraître ingrate. La vérité, c'est que les choses commençaient déjà à changer. Sophie avait commencé à faire des remarques sur le linge supplémentaire, les factures d'eau plus élevées. Elle soupirait quand elle me voyait dans la cuisine, comme si ma présence l'épuisait. La chaleur dans sa voix s'était refroidie en politesse, puis en irritation à peine dissimulée. Bernard aussi était devenu distant, toujours occupé par le travail, évitant mon regard quand Sophie se plaignait de la situation. J'aurais dû voir les signes, la façon dont la bouche de Sophie se crispait quand les petits-enfants couraient vers moi pour m'embrasser. Comment elle avait commencé à m'appeler ta mère quand elle parlait à Bernard, plus jamais maman. Un soir, j'ai trouvé une pile de brochures de maisons de retraite dans la poubelle de recyclage. Quand je l'ai mentionné d'un air détaché au dîner, Sophie a rapidement expliqué. « Oh, c'est pour le travail. Nous avons un client dans le secteur des résidences seniors. » J'ai hoché la tête et fait semblant de la croire. Mais cette nuit-là, je suis restée éveillée à me demander ce qui se passait vraiment dans cette maison qui n'était pas la mienne. Jacques avait toujours insisté pour que nous gardions nos documents importants en sécurité. J'avais apporté tous nos papiers quand j'avais emménagé, rangés dans un coffret fermé à clé sous mon lit. Mais j'avais été si reconnaissante pour l'illusion de famille que je n'avais pas pensé à les revoir. Je faisais confiance à mon fils. Je croyais que la famille signifiait quelque chose. J'allais apprendre à quel point j'avais tort. Le vrai changement s'est accéléré environ 1 an après mon emménagement, coïncidant avec la promotion de Sophie. L'argent l'a changé. Ou peut-être n'a-t-il fait que révéler qui elle avait toujours été. Elle a commencé à redécorer, à engager des artisans, à parler d'élever leur niveau de vie. Chaque pièce a eu droit à une rénovation sauf la mienne, qui est restée ostensiblement défraîchie, comme un rappel de ma présence indésirable. Le salaire de Bernard était bon, mais rien comparé aux nouveaux revenus de Sophie. J'ai regardé mon fils rapetisser tandis que l'étoile de sa femme montait. Elle contrôlait les finances, prenait les décisions, et lui se contentait d'acquiescer. Le garçon qui s'était un jour dressé contre les brutes en CE2 ne pouvait plus soutenir le regard de sa femme. Une nuit, j'étais descendue chercher de l'eau et je me suis figée devant la porte de leur chambre quand j'ai entendu la voix de Sophie, claire et tranchante. « Ta mère devient un fardeau, » disait-elle. Elle ne contribue à rien. Bernard reste juste assise là, à utiliser nos ressources, à prendre de la place. « C'est ma mère, » répondit Bernard faiblement. « Et je suis ta femme, ta famille maintenant. Nous avons nos propres enfants à penser, les fonds pour leurs études, l'épargne retraite. On ne peut pas continuer à saigner de l'argent pour quelqu'un qui refuse de s'aider elle-même. Saigner de l'argent. J'achetais ma propre nourriture, payais mes médicaments, ne demandais jamais un centime. Mais cela ne correspondait pas au récit de Sophie. Le lendemain matin, Sophie était tout sourire autour du café, me demandant mes projets pour la journée, comme si je n'avais pas entendu ses vrais sentiments quelques heures plus tôt. Je lui ai souri en retour et menti, disant que j'allais déjeuner avec Evelyne. À la place, je suis allée à la bibliothèque municipale et j'ai fait des recherches sur les options de logement pour les seniors. Les prix m'ont noué l'estomac. Ma pension de retraite et la modeste pension de réversion de Jacques ne couvriraient pas la moitié de ce que ces endroits demandaient. Sans vendre la maison de Villeneuve-les-Pins, je n'avais aucun moyen de me payer un endroit décent. Quand je suis rentrée, Sophie faisait visiter la cuisine nouvellement rénovée à ses amis du club de lecture. Je me suis faufilée devant elle vers ma chambre, mais pas avant d'avoir entendu dire « C'est ma maison maintenant ». J'en ai fait ce qu'elle aurait toujours dû être, ma maison. Les mots ont résonné dans ma tête cette nuit-là, tandis que je regardais ma photo de mariage. Jacques me souriait, figé dans le temps, inconscient de ce qu'il adviendrait de son Hélène. Les restrictions ont commencé subtilement. Sophie a réorganisé la cuisine de sorte que la plupart des ustensiles se trouvaient dans des placards hauts que je ne pouvais pas atteindre facilement. La buanderie avait soudain un planning affiché,
avec mon créneau attribué au moment où tout le monde était à la maison et avait besoin de la salle de bain. « Mamie, pourquoi tu ne manges plus avec nous ?» demanda Émilie un soir quand j'emportais mon assiette dans ma chambre. « Mamie a besoin de se reposer », répondit Sophie avant que je puisse le faire. « Elle est fatiguée. » Mais je n'étais pas fatiguée, j'étais effacée. Un soir, j'ai trouvé Sophie sur son ordinateur portable, parcourant des sites de maisons de retraite. « Des recherches pour le travail ?» dit-elle rapidement en refermant l'écran. Mais j'avais vu les termes de recherche, lits conventionnés disponibles et placements accélérés. Quand j'ai mentionné cela à Evelyne lors de notre déjeuner suivant, ses yeux se sont rétrécis. « Hélène, quelque chose ne va pas là-bas. Tu as l'air maigre et triste. » Qu'est-ce qui se passe vraiment? J'ai hésité, puis je lui ai tout raconté. Les remarques, les changements, le sentiment d'être indésirable dans ce qui était censé être mon refuge. Evelyne a tendu la main à travers la table et serré la mienne. « Tu sais où me trouver si tu as besoin de quoi que ce soit. » Jacques voudrait que quelqu'un veille sur toi. La rénovation de la maison a continué. Sophie a fait installer une piscine, un home cinéma au sous-sol, rénover les salles de bain avec des douches à l'italienne et des sols chauffants. Un jour, en faisant visiter à ses collègues, je l'ai entendu dire « La valeur nette dormait là, inutilisée. Nous avons décidé de la faire travailler. » La valeur nette? Quelle valeur nette? Bernard et Sophie ne possédèrent pas de maison avant que j'emménage. Ils étaient locataires. La seule valeur nette viendrait de ma maison. Mais comment? Cette nuit-là, j'ai vérifié mon coffret. L'acte de propriété de la maison de Villeneuve-les-Pins était là, avec le nom de Jacques et le mien dessus. Mais quelque chose m'a poussé à regarder de plus près. Il y avait une petite annotation que je ne reconnaissais pas, et le document avait l'air différent d'une certaine manière, pas tout à fait le même que dans mon souvenir. J'avais besoin de savoir ce qui se passait, mais je ne savais plus à qui faire confiance. À mesure que l'été cédait la place à l'automne, la tension dans la maison est devenue palpable. Sophie passait plus de temps au travail, rentrant tard et irritable. Bernard marchait sur des œufs autour d'elle et les enfants devenaient plus silencieux, sentant la tension. Ma relation avec mes petits-enfants est devenue la nouvelle cible de Sophie. Elle programmait leurs activités pendant les moments où j'étais habituellement avec eux. Quand Raphaël a demandé si je pouvais venir à son match de foot, Sophie a répondu « Mamie n'aime pas rester assise dans le froid, mon chéri. Elle est mieux à la maison. » On ne m'avait pas demandé mon avis. J'aurais supporté un blizzard pour regarder mon petit-fils jouer. Les projets artistiques d'Émilie avec moi étaient soudain trop salissants pour la maison. Nos séances de pâtisserie interféraient avec la nouvelle initiative alimentation saine de Sophie. Chaque lien que j'avais avec les enfants était systématiquement sapé. Un soir, j'ai surpris Raphaël demander à Bernard « Papa, est-ce que mamie ne nous aime plus ?» La réponse de Bernard était étouffée, mais j'ai capté la joue de Sophie. Mamie vieillit, mon cœur. Parfois, les personnes âgées deviennent confuses et oublient des choses. Ce n'est pas de sa faute, l'implication était claire. Elle posait les bases, créant un récit de mon déclin mental. Je n'imaginais rien. Le lendemain, j'ai trouvé mon pilulier réarrangé. De petits objets dans ma chambre avaient été déplacés. Ma liste de courses laissée sur le comptoir avait disparu. Sophie prétendant que j'avais dû la jeter. « Ça arrive souvent ces derniers temps ?» dit-elle à Bernard avec une inquiétude exagérée. Peut-être qu'on devrait en parler au docteur Morin. La manipulation psychologique. J'en avais lu à ce sujet dans un magazine chez mon médecin, n'imaginant jamais que j'en ferais l'expérience moi-même. Surtout pas de la part de ma famille. Evelyne a remarqué mon anxiété croissante quand nous nous sommes retrouvés pour un café. « Hélène, tu dois te protéger, » dit-elle fermement. « Quelque chose ne va pas avec cette belle fille. Qu'est-ce que je peux faire ?» ai-je demandé, me sentant piégée. Je ne peux pas me permettre de déménager. Pas avec les loyers d'aujourd'hui. Et les filles sont trop loin. Et ta maison? Celle de Villeneuve-les-Pins. J'ai soupiré. Bernard a dit qu'il m'aiderait à décider quoi en faire. Mais chaque fois que j'aborde le sujet, Sophie change de conversation. Les yeux d'Evelyne se sont aiguisés. Hélène, à qui appartient cette maison selon l'acte? À moi? Enfin, à Jacques et moi. Mais avec Jacques parti, je suppose que c'est juste à moi. Pas de suppose. C'est ta maison, ton patrimoine. Pourquoi vis-tu comme une mendiante alors que tu possèdes un bien immobilier? La question est restée suspendue entre nous. Pourquoi, en effet? Parce que j'avais été si reconnaissante pour l'illusion de famille que j'avais oublié ma propre valeur. Parce que le chagrin m'avait rendue vulnérable
prête à accepter des miettes d'affection. J'ai besoin d'éclaircir tout ça, ai-je dit finalement. Evelyne a hoché la tête. Oui, il le faut. Et vite. Quand je suis rentrée à la maison, Sophie m'attendait, bras croisés. Ton amie Evelyne a appelé, dit qu'elle avait retrouvé ton écharpe au restaurant. Les poils de ma nuque se sont hérissés. Je n'avais pas porté d'écharpe. Evelyne créait une raison d'appeler pour prendre de mes nouvelles. C'était gentil de sa part, ai-je dit prudemment. Je ne l'aime pas, a déclaré Sophie sans détour. Elle a l'air fouineuse, toujours à poser des questions sur nos affaires. C'est une vieille amie. Eh bien, peut-être qu'il est temps de te faire de nouvelles amies, des gens qui comprennent les limites. Le sourire de Sophie n'atteignait pas ses yeux. Au fait, on reçoit samedi soir. J'aurais besoin que tu restes dans ta chambre ce soir-là. Mes collègues viennent et ce serait gênant. Gênant. J'étais maintenant une source d'embarras à cacher. Cette nuit-là, j'ai entendu Sophie et Bernard se disputer en bas. Elle devient méfiante, siffla Sophie. Cette Martinaise lui met des idées dans la tête. À quoi tu t'attendais? La voix de Bernard était inhabituellement vive. Tu la traites comme si elle était invisible. C'est ma mère, Sophie. Et c'est ma maison maintenant. J'y ai mis chaque centime de mes primes. Sans moi, tu serais encore dans ce petit appartement miteux. La maison est encore à son nom. On avait convenu de lui en parler correctement. Le rire de Sophie était glacial. Parlez. Et qu'est-ce que tu lui dirais? Hé, maman, tu te souviens de la maison que papa t'a laissée? On a emprunté dessus sans te le dire. On espère que ça te va? Mon sang s'est glacé. Emprunter sur ma maison. Comment était-ce possible? On trouvera une solution, dit Bernard, sa voix baissant. Sois juste plus gentil avec elle. D'accord? Pour les enfants, si rien d'autre. Encore 2 mois, répondit Sophie. Ensuite, on exécute le plan. Hugo dit que les papiers sont presque prêts. Hugo, le cousin de Sophie qui travaillait dans un cabinet d'avocats. Quel papier? Je me suis faufilée jusqu'à ma chambre, le cœur battant. Les pièces commençaient à s'assembler, formant une image que je ne voulais pas voir. Je devais agir, mais prudemment. Quoi qu'il planifie, je ne pouvais pas dévoiler mon jeu trop tôt. Ce week-end-là, pendant que tout le monde était au tournoi de foot de Raphaël, j'ai visité ma vieille maison à Villeneuve-les-Pins. La pelouse était envahie par les mauvaises herbes. Le courrier s'empilait sur le perron. À l'intérieur, la poussière recouvrait chaque surface, mais c'était toujours à moi, toujours chez moi. J'ai traversé chaque pièce lentement, me souvenant de Jacques et moi ramenant bébé Bernard à la maison, la fête pour les 5 ans de Rachel dans le jardin, Amélie apprenant à jouer du piano dans le salon. Chaque mur recelait des souvenirs que Sophie ne pouvait pas redécorer. En partant, ma voisine Dorothée est sortie de chez elle. Hélène, quel plaisir de te voir. Tu reviens t'installer? Je vérifie juste quelques petites choses, ai-je dit vaguement. Eh bien, il était temps. Ce jeune couple était là encore la semaine dernière. Ils ont dit qu'ils envisageaient une offre. Mon cœur a fait un bond. Jeune couple? Ton fils et sa femme ont dit qu'ils avaient ta procuration et qu'ils géraient la vente pour toi puisque tu n'allais pas bien. Procuration, vente. Je n'avais signé aucun document de ce genre. C'était quand? Ai-je demandé, luttant pour garder ma voix stable. Oh, ils sont venus plusieurs fois ces derniers mois. Ils ont amené un type bien habillé en costume la dernière fois. Un agent immobilier, je suppose. Je l'ai remercié et me suis précipitée vers ma voiture, les mains tremblant si fort que je trouvais à peine mes clés. Les pièces du puzzle ne se mettaient pas seulement en place. Elles s'effondraient autour de moi. Les semaines précédant la Toussaint ont été un cours magistral en maîtrise de soi. J'ai observé, j'ai écouté et j'ai tout documenté. J'ai noté les dates, les conversations et découvert des relevés financiers cachés dans le bureau de Bernard pendant un rare moment seul. J'ai pris des photos avec mon vieux téléphone à clapet, pas sophistiqué, mais des preuves quand même. Le comportement de Sophie oscillait entre m'ignorer ostensiblement et une fausse inquiétude, surtout quand d'autres étaient présents. « Tu te sens bien, Hélène? Tu as l'air confuse aujourd'hui, » disait-elle doucement devant Marie, la cousine de Bernard, qui était en visite de Paris. Marie a froncé les sourcils. Elle m'a l'air parfaitement bien. « Oh, tu ne la vois pas tous les jours. » Sophie a soupiré dramatiquement. Les oublis, les déambulations nocturnes, ça devient préoccupant. J'ai tenu ma langue, sachant que la confrontation ne ferait qu'alimenter son récit de mon déclin mental. Le matin de la Toussaint est arrivé, vif et clair. Je m'étais levée tôt pour aider à préparer le gigot d'agneau, comme chaque année depuis mon emménagement. Sophie supervisait,
critiquant chacun de mes gestes, tout en racontant à sa sœur au téléphone comment on laisse Hélène aider avec de petites tâches pour qu'elle se sente utile. La famille a commencé à arriver vers 16 heures. L'oncle Thomas et la tante Marie de Bernard, des cousins des deux côtés, les parents de Sophie, son frère avec sa femme et ses enfants. 15 personnes en tout, toutes serrées autour de la table à manger avec une table des enfants installée à côté. On m'avait placée à l'extrémité, loin de mes petits-enfants, qui essayaient sans cesse de venir vers moi jusqu'à ce que Sophie les redirige. Le gigot que j'avais aidé à préparer ce matin avait soudain un goût de sueur, tandis que je regardais ma famille, mon fils, interagir comme si je n'étais qu'une obligation, pas un être aimé. Au milieu du repas, Sophie a fait teinter son verre. Tout le monde, Bernard et moi, avons une annonce à faire. Tous les yeux se sont tournés vers eux. Bernard avait l'air mal à l'aise, mais Sophie rayonnait. Nous avons décidé d'agrandir la maison. Nous ajoutons un appartement indépendant au-dessus du garage. Des accommodations beaucoup plus appropriées pour Hélène que d'occuper notre chambre d'amis. Des murmures d'approbation ont circulé autour de la table. « Comme c'est attentionné » a roucoulé la mère de Sophie. « Ça a l'air charmant », ai-je dit prudemment. « Quand avez-vous décidé cela ?»« On planifie depuis des mois », a répondu Sophie. « Les travaux commencent en janvier. Et comment allez-vous financer cette rénovation ?» ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Le sourire de Sophie s'est légèrement crispé. « Nous avons tout prévu, Hélène. Ne te tracasse pas avec les questions d'argent. Je suis juste curieuse, puisque mon nom est toujours sur l'acte de ma maison à Villeneuve-les-Pins, et je me demande si cela a quelque chose à voir avec votre soudaine flexibilité financière. » La table est devenue silencieuse. La fourchette de Sophie s'est figée à mi-chemin de sa bouche. « Ta période de gratuité est terminée, Hélène, » dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « À partir du mois prochain, cette chambre d'amis coûte 2300 €. C'est en dessous du prix du marché, en fait. Je suis généreuse. 15 membres de la famille sont restés parfaitement immobiles. Fourchettes suspendues en l'air, regard passant de Sophie à moi. Bernard gardait les yeux fixés sur sa purée de pommes de terre. « Pardon, quoi ?» Ma voix est sortie plus faible que je ne l'aurais voulu. Sophie a tamponné ses lèvres avec sa serviette, ses ongles parfaitement manucurés captant la lumière. « Tu m'as entendu. 2300 € par mois pour la chambre d'amis. Si tu ne peux pas te le permettre, il y a toujours le Secours catholique en centre-ville. Ils ont des programmes pour les personnes âgées. » Marie a suffoqué. « Sophie, c'est... » Sophie l'a coupé. « On ne peut pas continuer à entretenir une profiteuse éternellement. » Profiteuse. Après 40 ans de mariage, après avoir élevé 3 enfants, après avoir abandonné ma carrière d'infirmière pour soutenir le service militaire de Jacques, après l'avoir perdu d'un cancer, j'étais une profiteuse dans ma propre maison. Mes mains tremblaient, tandis que je posais ma fourchette. C'était ma maison. La maison que Jacques et moi avions achetée en 1985. La maison où nous avions élevé nos 3 enfants. La maison où j'avais réemménagé avec eux après la mort de Jacques, il y a 3 ans, quand ils avaient dit que je ne devrais pas rester seule. « Mère, nous avons préparé un contrat de location ?» a continué Sophie, sa voix portant cette fausse douceur qu'elle avait perfectionnée. « C'est très raisonnable. Premier mois de loyer dû le 1er décembre. »« Sophie !» commença Thomas, sa voix tendue de désapprobation. « Non, il est temps d'aborder le sujet, » insista Sophie. « Hélène vit ici gratuitement depuis 3 ans, pendant que nous payons le crédit, l'assurance, les charges, tout. Ce n'est pas viable. »« Quel crédit ?» ai-je demandé doucement. « Ma maison a été remboursée en 2010. Cette maison, Hélène, notre maison, là où tu vis maintenant. Je pensais que vous étiez locataire de cette maison, » ai-je dit en regardant Bernard. « C'est ce que tu m'avais dit quand j'ai emménagé. » Bernard a finalement levé les yeux, le visage pâle. « Maman, c'est compliqué. En fait, c'est très simple, » ai-je dit en trouvant ma voix. « J'aimerais savoir comment vous financez toutes ces rénovations, la piscine, la cuisine, le home cinéma. Parce que d'après ce que j'ai compris, vous avez contracté des emprunts en utilisant ma maison comme garantie. Ma maison avec des documents falsifiés. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Émilie a commencé à pleurer doucement à la table des enfants, sentant la tension. Raphaël a passé son bras autour de sa sœur protectivement. Sophie s'est ressaisie la première, laissant échapper un rire qui sonnait comme du verre brisé. « C'est ridicule. Bernard, ta mère est clairement confuse. C'est exactement pourquoi nous sommes inquiets pour son état mental. »
Je ne suis pas confuse, Sophie. J'ai parlé avec ma voisine Dorothée cette semaine. Elle m'a parlé du jeune couple avec une procuration cherchant à vendre ma maison. Je n'ai jamais signé de procuration. Le visage de Sophie s'est durci. C'est une affaire de famille privée dont nous devrions discuter plus tard. Non, ai-je dit fermement. Tu en as fait une affaire publique quand tu m'as traitée de profiteuse devant tout le monde. Continuons. Parle-moi des cartes de crédit ouvertes à mon nom. Celles avec 20 000 € de frais pour tes vêtements de créateur et ces vacances à Ibiza que vous avez prises en juin. Le cousin de Bernard a murmuré mon Dieu sous son souffle. Maman, Bernard a finalement parlé, sa voix suppliante. On devrait en discuter en privé. Comme vous avez discuté en privé de me voler mon identité, de falsifier ma signature, de prévoir de me faire déclarer inapte pour prendre le contrôle de mes biens, ça suffit. Sophie a frappé la table du plat de la main. Je ne serai pas accusée de crime dans ma propre maison. Ce n'est pas ta maison, ai-je dit calmement en sortant un papier plié de ma poche. J'ai fait une recherche cadastrale. Cette maison est aussi à mon nom. Vous avez utilisé ma maison comme garantie pour le prêt qui a servi à acheter celle-ci. La couleur a quitté le visage de Sophie. Bernard avait l'air sur le point d'être malade. Vous planifiez ça depuis des années, ai-je continué, ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. Utiliser mon crédit, mes biens, créer des dettes à mon nom, et quand je ne pourrais pas payer, vous me feriez déclarer inapte. Prendre tout ce que j'ai. C'est à peu près ça? Marie s'est levée brusquement. Thomas, on s'en va. Hélène, appelle-nous plus tard. On t'aidera comme on pourra. Sophie a tenté une dernière défense. Elle ment. Elle est confuse, dit-leur Bernard. Tous les regards se sont tournés vers mon fils. À ce moment-là, il ressemblait tellement au petit garçon qui avait cassé la vitre de Madame Perrin avec un ballon de foot et avait dû avouer. Déchiré, coupable, mais sachant ce qu'il fallait faire. C'est vrai, murmura-t-il. Tout. C'était l'idée de Sophie, mais j'ai suivi. Le visage de Sophie s'est tordu de rage. Espèce de lâche, de pathétique. Ça suffit, dit Thomas fermement. Les enfants, prenez vos manteaux, on s'en va. Tandis que les membres de la famille rassemblaient leurs affaires à la hâte, Sophie a tourné sa fureur vers moi. Tu as tout gâché après tout ce qu'on a fait pour toi. Espèce d'ingrate. Ce que vous avez fait, l'ai-je interrompu calmement, c'est commettre une fraude, un vol d'identité et de l'abus envers une personne âgée. Des délits fédéraux. Je me suis levée, les jambes tremblantes mais la résolution ferme. Vous avez jusqu'au 1er décembre pour quitter ma maison. Les 2 maisons. En fait, je contacterai mon avocat demain matin. Sophie a ri, haut et fragile. Tu n'as pas d'avocat. Tu peux à peine te payer tes médicaments pour la tension. L'ami de Jacques, Charles Benoît, s'est montré très intéressé par les documents que j'ai rassemblés. Il attend mon appel. Je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte sur leur voix. Les accusations stridentes de Sophie, les faibles tentatives de Bernard pour la calmer, le va-et-vient des membres de la famille qui partaient. À travers les murs fins, j'ai entendu Marie défendre ma cause, les tons plus graves de Thomas exprimant sa désapprobation. Et le plus révélateur de tout, le silence de Bernard. Sur ma commode se trouvait la photo de ma dernière Toussaint avec Jacques. Nous étions à cette même table, dans cette même maison, mais tout était si différent alors. Le bras de Jacques autour de moi, Bernard souriant sincèrement, même Sophie ayant l'air agréable. Comment en étions-nous arrivés là? Je ne suis pas retournée dans le chaos derrière ma porte. Plus tard, Bernard a frappé doucement. « Maman, je t'ai apporté une assiette. » J'ai ouvert la porte. J'ai vu son visage, mon garçon ayant l'air perdu et honteux. « Comment as-tu pu la laisser me parler comme ça ?» ai-je demandé, la douleur perçant finalement mon calme apparent. Il a posé l'assiette sur ma commode, n'a pas voulu croiser mon regard. Elle est stressée par l'argent. La promotion est venue, avec plus de responsabilités. Elle ne pensait pas, elle pensait chaque mot. J'ai étudié son visage, vu la mâchoire de Jacques, mes yeux, mais rien de notre force. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Bernard? Juste, réfléchis au contrat de location. D'accord? Ce n'est pas tant que ça. Et tu as la pension de papa, la retraite de maman. Source. Les mots sont sortis plats. Définitif. Maman, sors de ma chambre. Il est parti, les épaules affaissées. J'ai regardé l'assiette. Il avait apporté du gigot, des haricots, tous les accompagnements, de la nourriture que j'avais aidé à préparer dans la cuisine où j'avais maintenant besoin de permission. Je l'ai repoussé. Cette nuit-là,
je suis restée éveillée à penser aux mots de Jacques. Les documents, c'est ta protection? Mais une protection contre quoi? Il n'avait jamais imaginé. Une protection contre notre propre fils. Mon téléphone a vibré avec un texto de Marie. On est là pour toi. Quoi que tu aies besoin, cette femme est un poison. Au moins, quelqu'un croyait encore en la famille. Demain apporterait la confrontation, les batailles juridiques, la douleur. Mais ce soir, regardant l'écriture de Jacques sur l'acte, Hélène, ceci est à toi pour toujours. Ne laisse personne te l'enlever. Tout mon amour, j'ai trouvé la force de me battre. Le lendemain matin s'est levé froid et gris, parfaitement assorti à mon humeur. Pendant que d'autres profitaient du pont de la Toussaint, je faisais face à un autre genre de combat. J'avais à peine dormi, répétant ce qui devait être fait, me préparant à la confrontation à venir. Sophie a frappé à ma porte à 7 heures précises, contrat de location en main, sourire aussi brillant que ses dents blanchies. Bien dormi? Elle n'a pas attendu de réponse, étalant les papiers sur ma commode avec une efficacité rodée. J'ai rendu tout cela très simple. Premier mois de loyer dû le 1er décembre. Dépôt de garantie supprimé. Tarif familial. Elle a pointé avec un ongle manucuré. Signe ici. Paraphe ici. J'ai pris le document, examinant soigneusement chaque ligne. Pas d'invité pour la nuit sans autorisation. Pas de cuisine après 20 heures. Pas d'utilisation des espaces communs pendant le temps familial. Un couvre-feu. Un vrai couvre-feu à 21 heures. En levant les yeux vers elle. C'est sérieux? Le sourire de Sophie n'a pas vacillé. Tu as eu 3 ans de gratuité. Il est temps de devenir adulte, Hélène. Devenir adulte. J'étais adulte quand elle était encore en couche. J'avais élevé 3 enfants, géré un foyer, tenu la main de mon mari pendant la chimiothérapie. Mais pour elle, je n'étais qu'une vieille femme qui devait apprendre la responsabilité. Et si je refuse? Alors tu devras partir d'ici le 1er décembre. Elle a sorti son téléphone, m'a montré le site d'une entreprise de déménagement. J'ai déjà fait des devis. Très raisonnables. Ils peuvent t'emballer et te faire sortir en 3 heures. Bernard est d'accord avec ça? Bernard est d'accord avec ce qui est le mieux pour notre famille. Elle s'est appuyée contre le chambranle de ma porte, décontractée comme une voisine bavardant autour d'un café. Écoute, Hélène, j'essaie de t'aider à garder un peu de dignité. L'alternative est moins agréable. C'est-à-dire que j'ai visité de charmants établissements. Les Penns dorées a une place. L'APA couvre la plupart des frais. Tu aurais ton propre espace, plus petit, bien sûr, mais gérable. Les repas sont fournis, des activités, des gens de ton âge. Une maison de retraite. Les mots avaient un goût amer. De l'hébergement assisté, corrigea-t-elle avec un sourire condescendant. Très différent. Plus d'indépendance. Elle a penché la tête, m'étudiant. Tu as beaucoup oublié ces derniers temps, laissé la plaque allumée, manqué des médicaments. Peut-être qu'un peu plus d'accompagnement serait bénéfique. Je n'avais rien oublié, mais je voyais le piège. Refuser le loyer, être dépeinte comme inapte, payer le loyer, légitimer sa revendication sur ma maison. Dans les 2 cas, elle gagnait. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr, tu as 5 jours. Elle a posé les papiers sur ma table de nuit, les a tapotés comme un animal de compagnie. Oh, et j'aurais besoin que tu ne sois pas là demain après-midi. Nous recevons des amis, et ce serait gênant. Après son départ, je me suis assise sur mon lit tenant la photo de Jacques. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Se battre, certainement. Mais comment pouvais-je me battre quand mon propre fils ne me défendrait pas? J'ai d'abord appelé Rachel, mes mains tremblant en composant le numéro. Ma chérie, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Maman, ça peut attendre? L'avocat est là pour les papiers du divorce. C'est important. Sophie veut que je paye un loyer. Une pause. Eh bien, ce n'est pas déraisonnable, non? Je veux dire, tu vis là. Mon cœur s'est serré. Rachel, c'est 2300 €. Oh, c'est beaucoup. Mais tu as les prestations de papa, non? Peut-être que c'est le moment de penser à ton propre appartement. Ce serait bien d'avoir ton indépendance. L'indépendance. Comme si j'avais choisi l'indépendance, comme si je n'avais pas été poussée dans ce coin par le chagrin et la solitude et la promesse du soutien familial. Amélie n'était pas mieux quand je l'ai jointe. « Maman, je ne peux pas gérer ça maintenant. Les jumeaux ont leur séance. Et écoute, peut-être que Sophie a raison. Tu pourrais contribuer quelque chose. Je contribue. Je veux dire, une vraie contribution. Une vraie contribution. 40 ans à tenir la maison, élever des enfants, soutenir la carrière de mon mari.
Rien de tout cela n'était réel pour elle. Seul l'argent comptait maintenant. J'ai raccroché, me sentant plus seule que depuis les funérailles de Jacques. Mes filles, mon fils. Quand étaient-ils tous devenus des étrangers? Je devais agir, mais prudemment. Sophie construisait un dossier contre moi, documentant de supposés trous de mémoire, créant une trace écrite pour soutenir sa revendication de mon inaptitude. Je devais construire mon propre dossier. Cet après-midi-là, je suis allée à la banque. La guichetière, une jeune femme aux yeux bienveillants, a remarqué mes mains trembler tandis que je remplissais le formulaire de retrait. « Est-ce que tout va bien, Madame Chambert ?»« Non, ai-je voulu dire. Rien ne va. » À la place, j'ai souri. J'ai juste besoin de vérifier mon solde. Les chiffres sur l'écran se moquaient de moi. Retraite de base 1400 € par mois. Pension de réversion de Jacques 800. Épargne 5000 €. Assez pour payer le loyer de Sophie pendant 2 mois. Peut-être 3 si je mangeais des pâtes et sautais des médicaments. Et après? Voulez-vous parler à un conseiller financier? A demandé doucement la guichetière. Non, merci. Qu'est-ce qu'un conseiller pourrait me dire? Que j'étais vieille, pauvre et sans option? En rentrant, je suis passée devant les Pins Dorés. Un bâtiment gris avec de petites fenêtres. Des résidents traînant dans le jardin comme des fantômes. Était-ce mon avenir? Entreposé. Oublié, pendant que Sophie vivrait dans ma maison. Quand je suis rentrée, la maison était vide. Un mot sur le comptoir m'informait qu'ils étaient partis au centre commercial. Faire du shopping avec mon crédit, sans doute. J'ai saisi l'opportunité pour fouiller le bureau de Bernard, cherchant n'importe quoi qui pourrait expliquer comment ils avaient réussi à utiliser ma maison comme garantie. Dans le tiroir du bas de son bureau, j'ai trouvé un dossier intitulé Propriété Villeneuve. À l'intérieur se trouvaient des demandes de prêt, des rapports de crédit et le plus accablant de tout, des feuilles d'exercice où quelqu'un avait tenté de copier ma signature. Mes mains tremblaient tandis que je photographiais chaque document avec mon téléphone. Les preuves s'accumulaient, mais j'avais encore besoin d'aide professionnelle pour comprendre toute l'étendue de ce qu'ils avaient fait. Ce soir-là, pendant que Bernard et Sophie recevaient des amis, je me suis assise dans ma voiture au parc, trop honteuse pour laisser Evelyne me voir pleurer, mais désespérée d'avoir un conseil. Elle m'a trouvée là quand même, à frapper à ma fenêtre. « Hélène, ma chérie, qu'est-ce que tu fais là dans le froid ?» J'ai craqué alors, lui ai tout raconté. Le contrat de location, les menaces de maison de retraite, le rejet de mes filles face à mes inquiétudes. Elle a écouté, son visage se durcissant à chaque mot. « Cette garce !» dit-elle quand j'ai eu fini. Jacques se retournerait dans sa tombe. « Qu'est-ce que je peux faire, Evelyne ?»« Je ne peux pas me permettre le loyer. Mes enfants pensent que je suis un fardeau. Je n'ai nulle part où aller. »« Et ta maison ?»« Celle de Villeneuve-les-Pins. Elle est juste là, vide. » Les yeux d'Evelyne se sont aiguisés. « Hélène, à qui appartient cette maison d'après l'acte ?»« À moi. »« Enfin, à Jacques et moi, mais Jacques est parti, donc elle est à moi. »« Pas de mais. C'est ta maison, ton patrimoine. »« Pourquoi vis-tu comme une mendiante alors que tu possèdes un bien ?» La question est restée suspendue entre nous. « Pourquoi en effet ?» Parce que j'avais été si reconnaissante pour l'illusion de famille que j'avais oublié ma propre valeur. J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit finalement. Evelyne m'a serré l'épaule. Réfléchis vite, ma chérie. Et souviens-toi, Jacques t'a laissé plus que des souvenirs. Il t'a laissé une sécurité. Utilise-la. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je n'arrêtais pas de penser à l'acte. Au papier dans mon coffret. La voix de Jacques résonnait. Les documents, c'est ta protection. À 3 heures du matin, j'ai sorti le coffret, entré la combinaison, notre date d'anniversaire. À l'intérieur, des dossiers soigneusement étiquetés de l'écriture précise de Jacques, assurance, dossier militaire, médical, et là, propriété. Je l'ai ouvert avec des doigts tremblants. J'ai sorti l'acte de la maison de Villeneuve-les-Pins. Nos noms en caractères officiels, Jacques-Édouard Chambert et Hélène Marie Chambert. Et en dessous, dans l'écriture de Jacques, une note, « Hélène, ceci est à toi pour toujours. Ne laisse personne te l'enlever. » Tout mon amour, j'ai pressé le papier contre ma poitrine et j'ai pleuré. Puis j'ai commencé à planifier. Aux premières lueurs de l'aube, j'ai appelé Charles Benoît, le vieil ami de Jacques Delarmé devenu avocat. Il a accepté de me recevoir le matin même dans son cabinet. « Apporte tout ce que tu as », m'a-t-il ordonné. Chaque document, chaque note, chaque relevé. « Si ce que tu me dis est vrai, nous devons agir vite. » J'ai rassemblé mes preuves, l'acte original, les relevés bancaires,
le contrat de location, les photos des feuilles d'exercice de signature, et je me suis glissée hors de la maison avant que quiconque soit réveillé. J'ai laissé un mot disant que je retrouvais Evelyne pour le petit déjeuner. Le cabinet de Charles était dans un immeuble modeste du centre-ville. Il était plus vieux que dans mon souvenir, les cheveux blancs maintenant, mais sa poignée de main était ferme et ses yeux perçants. Il a écouté sans m'interrompre, tandis que j'expliquais tout, prenant occasionnellement des notes. Quand j'ai eu fini, il a retiré ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez. « Hélène, ce qu'ils font est criminel. Vol d'identité, fraude, abus de personnes âgées. Ce sont des délits graves. » Il s'est penché en avant. « Es-tu certaine de vouloir poursuivre ? Cela signifierait porter plainte contre ton propre fils. » La question m'a fait hésiter. Malgré tout, Bernard était toujours mon enfant. Le petit garçon qui pleurait quand Jacques partait en déplacement, qui me faisait des cartes avec ses empreintes de main pour chaque fête des mères. Mais il était aussi l'homme qui était resté silencieux pendant que sa femme me traitait de profiteuse, qui avait participé au vol de mon identité, qui avait trahi ma confiance de la façon la plus fondamentale. « J'en suis certaine, » ai-je dit finalement. « Je dois me protéger. » Charles a hoché la tête. « Alors commençons. D'abord, nous allons faire une recherche cadastrale sur les 2 propriétés. Ensuite, nous vérifierons ton rapport de crédit pour les comptes non autorisés. Nous devons tout documenter méticuleusement. La recherche cadastrale a révélé ce que je soupçonnais. Ma maison de Villeneuve-les-Pins avait été utilisée comme garantie pour un prêt hypothécaire de 150 000 € qui avait ensuite servi d'apport pour la maison où je vivais actuellement. D'une manière ou d'une autre, ils avaient réussi à ajouter le nom de Bernard à mon acte, probablement avec des documents falsifiés, rendant le prêt possible. La bonne nouvelle, dit Charles en examinant les résultats, c'est que la falsification est évidente quand on la compare à ta vraie signature. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont systématiquement constitué un dossier pour te faire déclarer inapte. Comment le savez-vous? Il a poussé un dossier vers moi. Nous avons fait une demande d'accès au dossier de ton médecin. Il y a eu des appels de Sophie exprimant son inquiétude concernant ton déclin mental. Elle a demandé des évaluations cognitives, documentées de supposés incidents de confusion. Elle prépare le terrain. Mon estomac s'est retourné. La profondeur de la trahison était stupéfiante. « Il y a plus », a continué Charles gravement. « Nous avons tiré ton rapport de crédit. 3 cartes de crédit ouvertes à ton nom que tu n'as jamais autorisées. Solde actuel de plus de 20 000 €, plus des demandes d'information de sociétés de viagers et d'établissements pour seniors vérifiant ta solvabilité. » Je me suis sentie étourdie par les implications. Depuis combien de temps ça dure? D'après les dates, environ 2 ans. Peu après ton emménagement chez eux. 2 ans de sourires et de dîners de famille. Et comment vas-tu, maman, tout en tramant ma destruction? L'ampleur de la trahison m'a coupé le souffle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'expression de Charles était résolue. On se bat. D'abord, nous sécurisons tes biens. Ensuite, nous traitons les aspects criminels. Il a esquissé un plan. Geler mon crédit, déposer des alertes de fraude, obtenir de nouveaux documents d'identité, préparer les documents légaux pour récupérer la pleine propriété de ma maison et rassembler les preuves pour des poursuites pénales. Et la maison où je vis maintenant? Sophie dit qu'il perd le crédit. C'est le cas, mais avec des fonds obtenus frauduleusement. Légalement, tu as une revendication sur cette propriété aussi, puisque tes actifs ont été utilisés pour l'apport sans ton consentement ou même ta connaissance. Ma tête tournait avec les termes juridiques et leurs implications. Ça va détruire ma famille. Le regard de Charles était compatissant mais ferme. Hélène, ils étaient déjà en train de la détruire. Tu refuses simplement d'être la victime. En quittant son bureau, je me suis sentie à la fois plus légère et plus lourde. Le chemin à suivre était clair, mais le coût émotionnel serait immense. Charles avait arrangé une rencontre avec une experte comptable judiciaire nommée Patricia Nguyen pour examiner mes dossiers financiers. Je l'ai rencontrée cet après-midi-là dans son bureau du centre-ville. Patricia était une femme petite aux yeux perspicaces, derrière des lunettes élégantes. « La fraude est considérable », dit-elle en ajustant ses lunettes tandis qu'elle examinait les documents. 3 cartes de crédit, plusieurs demandes de prêt, plusieurs tentatives d'ajouter Sophie comme copropriétaire de ta maison. La trace documentaire est accablante. Comment ai-je pu ne rien voir? Je me sentais encore stupide, exposée. Ils ont été prudents. Ils ont fait rediriger le courrier,
utiliser des relevés électroniques, intercepter les appels. La voix de Patricia s'est adoucie. Ce n'était pas de l'impulsivité, Madame Chambert. C'était une campagne calculée pour te dépouiller de tes biens. Quand est-ce que ça a commencé? Patricia a sorti une chronologie. Pour autant qu'on puisse dire, environ 6 mois après ton emménagement. La première demande de carte de crédit coïncide avec la promotion de Sophie. 6 mois. Quand elle me souriait encore autour du café, m'appelant maman, faisant semblant de s'intéresser. La trahison coupait à vif. Quelle est la prochaine étape? J'ai déposé les plaintes pénales aujourd'hui, dit Charles en nous rejoignant. Fraude, vol d'identité, abus de personnes âgées, tentative d'escroquerie. Le procureur est très intéressé. L'abus de personnes âgées est un sujet sensible en ce moment. Et Bernard, Charles et Patricia ont échangé des regards. Il est plus difficile à poursuivre. Pas de preuve directe qu'il ait falsifié quoi que ce soit, même s'il savait clairement. Des accusations de complicité sont possibles. Mais Charles a hésité. Mais les jurés n'aiment pas envoyer des fils en prison pour avoir obéi à leurs femmes. Ai-je terminé? Essentiellement, oui. J'ai pensé à Bernard sanglotant dans mon embrasure de porte. Le garçon que j'avais élevé contre l'homme qu'il était devenu. Poursuivez-les tous les deux. Laissez les tribunaux décider. Charles a hoché la tête. Il y a autre chose. Sophie a été occupée depuis hier. C'est-à-dire? Patricia a sorti des papiers. Elle a déposé une demande de tutelle d'urgence ce matin. Elle prétend que tu es mentalement instable, qu'elle a une procuration, que les mettre dehors était un épisode délirant. Elle demande une intervention immédiate. L'audace m'a coupé le souffle. Même prise la main dans le sac, même exposée, elle attaquait encore. Elle peut faire ça? Elle peut essayer? Le sourire de Charles était acéré. Mais nous avons tes dossiers médicaux, des témoignages et une trace documentaire montrant que tu es la victime, pas l'auteur. Aucun juge ne lui accordera ça. Mais elle va essayer de me faire passer pour folle. Laisse-la faire. Patricia s'est penchée en avant. Chaque mensonge qu'elle raconte est un clou supplémentaire dans son cercueil. Documente tout. Enregistre si c'est légal dans ta région. Construis le dossier. Je veux qu'il paie. Les mots sont sortis plus durs que prévu. Pas seulement pénalement, financièrement. Chaque centime qu'ils ont volé. La restitution est standard dans les cas de fraude, m'a assuré Charles. Plus des dommages et intérêts pour préjudice moral, les frais d'avocat, la réparation du crédit. Ils te rembourseront pendant des années. Bien. Qu'ils ressentent la pression de ne jamais avoir assez. Toujours devoir, pour toujours endettés. Que les rêves de créatrice de Sophie s'effondrent sous les paiements ordonnés par le tribunal. Il y a encore une bonne nouvelle, a ajouté Patricia. Les rénovations, légalement, elles sont à toi. Les améliorations faites à ta propriété avec des fonds volés te reviennent. La piscine, la cuisine, tout est à toi, gratuitement. J'ai ri, me surprenant moi-même. Elle a construit sa maison de rêve pour moi. Le karma, dit Charles sèchement, peut être magnifique. Nous avons passé des heures à documenter, planifier, élaborer des stratégies. Le soir venu, je me sentais armée pour la guerre. Charles est parti déposer des papiers. Patricia est restée pour m'aider à comprendre mes finances. Tu n'es pas riche, dit-elle sans détour. Mais tu n'es pas pauvre. La maison vaut maintenant environ 800 000 € grâce aux rénovations et à l'appréciation du marché. Tes revenus sont limités, mais sans crédit, c'est suffisant. 800 000 €. Jacques et moi avions payé 90 000 en 1985. Il serait stupéfait. Je pourrais la vendre? Bien sûr, mais j'attendrai que les affaires juridiques soient réglées. Mais oui, tu pourrais vendre, acheter quelque chose de plus petit, investir la différence, vivre très confortablement. Des options. Après 3 ans à me sentir piégée, j'avais des options. En rentrant en voiture vers ce que je ne pouvais plus considérer comme mon foyer, je me suis préparée à la confrontation. La voiture de Bernard était dans l'allée, mais celle de Sophie était absente. Je l'ai trouvée dans la cuisine, fixant un verre de whisky. « Maman !» Il a levé les yeux rougis. « Où étais-tu » J'ai appelé, avec mon avocat. Les mots sont restés suspendus entre nous. Le visage de Bernard s'est effondré. « Maman, s'il te plaît !»« On peut arranger ça. Sophie est juste stressée par l'argent. La promotion est venue avec beaucoup de pression. Elle ne pensait pas la moitié de ce qu'elle a dit hier. Est-ce qu'elle pensait ouvrir des cartes de crédit à mon nom, falsifier des documents de prêt, essayer de voler ma maison? Il a tressailli à chaque question. Ce n'était pas censé se passer comme ça.
Comment c'était censé se passer? Bernard, dis-le-moi. J'aimerais vraiment connaître le plan. Il a pris une respiration tremblante. On allait te demander de cosiner pour la maison. Puis le marché a chuté et on avait besoin de plus de fonds propres. Sophie a dit que c'était juste temporaire, qu'on te rembourserait une fois que ces commissions arriveraient. Et les cartes de crédit? La demande de tutelle? Sa tête s'est redressée brusquement. Quelle tutelle? Sophie a déposé des papiers ce matin prétendant que je suis mentalement instable et que je dois être placée sous sa garde. Le visage de Bernard est devenu livide. Je n'étais pas au courant. Je te le jure. Qu'est-ce que tu savais, Bernard? À quelle partie du vol de ta mère as-tu activement participé? Il ne pouvait pas croiser mon regard. J'ai signé des papiers. Je savais pour le prêt hypothécaire. Je ne savais pas pour les cartes de crédit jusqu'à plus tard. Et à ce moment-là, il semblait trop tard pour avouer. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste, ai-je dit doucement. Ton père t'a appris ça. À la mention de Jacques, Bernard s'est effondré. Papa me détesterait. Oui, il te détesterait. La dure vérité est restée suspendue entre nous. Bernard a vidé son verre, s'en est servi un autre. Sophie est chez sa mère. Elle est assez bouleversée. J'imagine que des accusations de vol d'identité bouleverseraient la plupart des gens. Les yeux de Bernard se sont élargis. Tu portes vraiment plainte? Qu'est-ce que tu pensais qu'il arriverait? Que je me coucherais et te laisserais tout prendre? Que je signerais ton contrat de location ridicule et ferais semblant que rien ne s'est passé? J'espérais qu'on pourrait arranger ça en famille. En famille? Ai-je répété, le mot amer sur ma langue. La famille ne se vole pas entre elles, Bernard. La famille ne falsifie pas de signature ni n'ouvre de compte frauduleux. La famille n'essaie pas de faire déclarer sa mère inapte pour prendre le contrôle de ses biens. Brandon a baissé la tête. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Désolée n'efface pas les dégâts. Désolée n'efface pas la trahison. Je me suis levée, soudain épuisée. Tu as jusqu'au 1er décembre pour trouver un autre endroit où habiter. Tous les deux. Maman, s'il te plaît. Au revoir, Bernard. Je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte, bloquant ses supplications. Mes mains tremblaient tandis que j'envoyais un texto à Charles, confronter Bernard. Il a admis savoir pour le prêt, mais prétend ignorer la tutelle. Je reste dans ma chambre ce soir. On s'appelle demain. Sa réponse a été immédiate. Change les serrures de la maison de Villeneuve aujourd'hui. Système de sécurité mis à jour. Sois prudente et documente tout. Je me suis assise au bord de mon lit en regardant la photo de Jacques. Je le fais, ai-je chuchoté à son visage souriant. Je me bats. J'espère que tu es fière. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose comme la paix en m'endormant. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec des cris. Sophie était revenue et était dans une rage folle en bas. « Tu lui as dit, espèce de pathétique lâche !» Sa voix est montée en un cri perçant. « Tu as la moindre idée de ce que tu as fait ?» La réponse de Bernard était trop basse pour être entendue. Mais pas celle de Sophie. Ils ont gelé nos comptes, tous. Mes cartes de crédit ont été refusées à l'hôtel. Tu sais à quel point c'était humiliant? Et c'est ta faute! Je me suis habillée rapidement, rassemblant mes documents essentiels. Quoi qu'il arrive ensuite, je ne voulais pas être piégée ici. Quand je suis sortie de ma chambre, Sophie m'attendait au bas de l'escalier, le visage tordu de fureur. « Toi !» siffla-t-elle, « espèce de vieille sorcière ingrate, après tout ce qu'on a fait pour toi. Après tout ce que vous m'avez fait à moi. » Ai-je corrigé en gardant ma voix stable. Il y a une différence. Tu crois que tu as gagné? Tu n'as aucune idée de qui tu as en face de toi. Je sais exactement qui j'ai en face de moi. Une voleuse et une fraudeuse. Où sont mes petits-enfants? Son sourire était vicieux. Tu crois que tu les reverras un jour après ce que tu as fait à leur mère? Ce que j'ai fait, c'est fort, venant de quelqu'un qui fait face à des poursuites pénales. Tu ne feras jamais tenir ces accusations. Ce sera ta parole contre la mienne. Et qui crois-tu que les gens croiront? Une vieille femme confuse avec un historique d'instabilité mentale ou une professionnelle respectée? J'ai sorti mon téléphone, arrêté l'application d'enregistrement. Merci pour ça. Mon avocat sera ravi. La couleur a quitté le visage de Sophie. Tu ne peux pas m'enregistrer sans mon consentement. C'est illégal. En fait, dans ce pays, le consentement d'une seule partie suffit. J'ai consenti. Ça suffit. Je suis passée devant elle vers la porte. Je vais rester à l'hôtel jusqu'à l'audience. Je te suggère d'utiliser ce temps pour trouver un nouveau logement. Ce n'est pas fini, cria Sophie derrière moi. Loin de là. Je me suis retournée, croisant son regard. Tu as raison. Ça ne fait que commencer. Dehors,
J'ai pris ma première grande respiration depuis ce qui semblait des années. Evelyne m'attendait dans sa voiture comme convenu. « Ça va ?» demanda-t-elle quand je me suis glissée sur le siège passager. « Non, ai-je admis, mais ça ira. » Nous avons roulé jusqu'à l'hôtel que Charles avait réservé pour moi. Un endroit modeste, mais propre et sûr. En portant mes valises, Evelyne m'a serré le bras. « Tu fais ce qu'il faut, Hélène. Ne doute pas de ça une seconde. » « Je sais. Ça fait juste mal. » « Bien sûr que ça fait mal. C'est ta famille. » Mais parfois, les gens qui devraient nous aimer le plus sont ceux qui nous blessent le plus profondément. Je me suis installée dans la chambre d'hôtel, me sentant étrangement libérée malgré tout. Pour la première fois en 3 ans, je prenais mes propres décisions. Je reprenais le contrôle. Mon téléphone a sonné. Rachel, rappelant après que je lui avais laissé un bref message sur la situation. « Maman, qu'est-ce qui se passe? » Bernard a appelé en disant que tu es devenue folle, que tu as engagé des avocats et les as accusés de vol. Je lui ai tout raconté, ma voix stable malgré la douleur. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. « Rachel, je suis toujours là. » Sa voix était épaisse de larmes. « Maman, je suis tellement désolée. » Je ne savais pas. Quand tu as mentionné le loyer, j'ai juste supposé... Tu aurais dû poser plus de questions. Est-ce que tu vas bien? Où tu loges? Tu as besoin que je vienne? Le passage à l'inquiétude après le rejet était déconcertant. Je suis en sécurité. J'ai du soutien. Et oui, j'aurais apprécié que tu viennes quand j'ai demandé de l'aide la première fois. Pas après que tout s'est effondré. Ce n'est pas juste, maman. Je traverse un divorce. J'ai mes propres problèmes. La vie est rarement juste, Rachel. Mais quand la famille a besoin d'aide, on se manifeste. C'est ce que je t'ai appris. C'est ce que j'ai fait pour toi. Chaque fois, un autre silence. Tu as raison. Je vais réserver un billet. Ne te dérange pas, ai-je dit, soudain fatiguée. L'audience est prévue le mois prochain. Tu peux venir à ce moment-là si tu veux me soutenir. Ou pas. C'est ton choix. Maman, j'ai besoin d'y aller. J'ai un autre appel avec mon avocat. J'ai raccroché, sachant que j'avais été plus dure que nécessaire, mais incapable de trouver l'énergie pour apaiser sa culpabilité. Mes filles m'avaient abandonnée quand j'avais besoin d'elles, tout comme Bernard. La blessure était encore trop fraîche pour faire semblant du contraire. Amélie a appelé ensuite, son ton défensif dès le début. « Maman, Bernard dit que tu portes plainte contre lui, ton propre fils. » Bernard a commis des crimes, Amélie. Plusieurs délits graves. C'était l'idée de Sophie. Tu sais comment elle est. Oui, je sais. Et je sais que Bernard est un homme adulte qui a fait ses choix. Il a choisi de participer au vol de sa mère. Les gens font des erreurs. Les erreurs sont accidentelles. C'était calculé, délibéré et soutenu pendant des années. Ce n'est pas une erreur. C'est un crime. La voix d'Amélie s'est brisée. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que j'aurais dû être là? Que j'aurais dû remarquer? J'ai des jumeaux avec des besoins spéciaux, maman. Je suis débordée la plupart des jours. Le voyage de culpabilité aurait pu marcher avant, mais plus maintenant. Je ne te demande pas de réparer ça, Amélie. Je te dis ce qui s'est passé et ce que je fais. Tu peux me soutenir ou pas? C'est ton choix. Bien sûr que je te soutiens, dit-elle rapidement. Je déteste juste voir la famille déchirée comme ça. La famille a été déchirée au moment où ils ont décidé de me voler. Je refuse simplement d'être la victime. Après avoir raccroché avec Amélie, je me suis sentie émotionnellement vidée, mais étrangement purifiée. Pendant trop longtemps, j'avais accepté les miettes d'attention et d'affection que mes enfants m'offraient, reconnaissante pour n'importe quelle marque de reconnaissance. Plus maintenant. Je méritais mieux. Jacques l'aurait attendu de moi. Charles a appelé pour me tenir au courant des procédures légales. L'audience d'urgence pour la tutelle est fixée à lundi. Sophie prétend que tu as eu une rupture mentale, que tu es paranoïaque et délirante. Son cousin Hugo la représente. C'est lui qui a aidé avec les documents falsifiés. Quelles sont nos chances? Excelentes. Nous avons un certificat médical de ton médecin confirmant ta compétence mentale, plus des témoignages de voisins et d'amis attestant de ta lucidité. Et le plus accablant, nous avons la trace documentaire de leur fraude. Aucun juge n'accordera la tutelle à quelqu'un qui a systématiquement escroqué la personne qu'elle prétend vouloir protéger. Et après ça, l'affaire pénale avance. Je ne vais pas te mentir, Hélène. Ça va être dur. Ils vont attaquer ton caractère, ta mémoire, ta stabilité. Ils vont essayer de te dépeindre comme une ingrate qui s'est retournée contre la famille qui l'avait accueillie. Es-tu prête pour ça? J'ai pensé au visage suffisant de Sophie
quand elle m'avait présenté le contrat de location. À la faiblesse de Bernard qui s'était tenu là sans rien faire. Au démantèlement systématique de ma dignité pendant 3 longues années. Je suis prête, ai-je dit fermement. Ils ont essayé de tout me prendre. Ma maison, mon indépendance, mon identité. Je ne les laisserai pas me prendre ma voix aussi. C'est ma fille, dit Charles. Et pendant un instant, il ressemblait tellement à Jacques que mon cœur s'est serré. Repose-toi. Lundi sera une longue journée. Lundi est arrivé froid et clair. Je me suis habillée soigneusement avec un tailleur bleu marine que Jacques avait toujours aimé. Mes belles boucles d'oreilles en perles, des escarpins confortables. En me regardant dans le miroir, je n'ai pas vu la victime que Sophie avait essayé de créer, mais la femme que Jacques avait aimée. Forte, digne, déterminée. Evelyne m'a conduite au tribunal. Marie et Thomas attendaient dehors, les visages graves mais solidaires. « Nous sommes là pour toi, Hélène », dit Marie en me serrant fort dans ses bras. Cette femme est un poison. À l'intérieur, la salle d'audience était presque vide. Juste quelques greffiers, nos équipes juridiques et une juge qui avait l'air d'avoir tout vu. Sophie était assise avec son cousin Hugo et un autre avocat que je ne reconnaissais pas. Bernard n'était pas présent. Sophie avait fait un effort pour paraître modeste et inquiète. Une robe simple, un maquillage minimal, les cheveux tirés en arrière, la belle-fille éplorée, inquiète pour la mère mentalement instable de son mari. La juge Carole Vernet, une femme à l'air sévère dans la soixantaine, a ouvert la séance. « Nous sommes ici pour l'affaire Chambert contre Chambert. Demande de mise sous tutelle d'urgence. » Elle a regardé Sophie par-dessus ses lunettes. « Madame Chambert, vous alléguez que votre belle-mère, Hélène Chambert, est mentalement inapte et nécessite une tutelle immédiate pour sa propre protection. Est-ce exact ?» Hugo s'est levé. « Oui, madame la juge. Ma cliente a documenté un schéma de comportement de plus en plus erratique, des délires paranoïaques et une irresponsabilité financière qui représentent un danger pour le bien-être de madame Chambert. » La juge Vernet s'est tournée vers Charles. « Dans votre réponse, maître Benoît ?» Madame la juge, non seulement nous contestons ces allégations absurdes, mais nous avons des preuves que Sophie Chambert et son mari Bernard ont systématiquement escroqué madame Hélène Chambert pendant des années. Cette demande est une tentative transparente de prendre le contrôle des biens qu'ils ont tenté de voler sans succès par des moyens plus directs. Sophie a eu un hoquet théâtral. Hugo avait l'air outragé. « Madame la juge, ces accusations calomnieuses, ça suffit. » La juge Vernet l'a coupé. J'ai examiné les dossiers des 2 parties. Commençons par les évaluations médicales. Le médecin traitant de madame Chambert, le docteur Liliane Petit, a soumis une évaluation approfondie, la trouvant mentalement compétente et ne montrant aucun signe de déclin cognitif au-delà du vieillissement normal. Madame Sophie Chambert n'a rien soumis, aucune évaluation médicale. Nous avons des incidents documentés, a commencé Hugo. Documentés par qui? Pas par des professionnels de santé? La juge Vernet avait l'air distinctement peu impressionnée. Maintenant, concernant ces allégations de fraude, maître Benoît a soumis des preuves substantielles. Des rapports de crédit montrant des comptes non autorisés, des documents de prêt avec des signatures apparemment falsifiées et une analyse d'experts comptables montrant un abus financier systématique. Quelle est votre réponse à ces preuves, maître Hugo? Hugo s'est agité, mal à l'aise. Nous n'avons pas eu le temps adéquat pour examiner ces allégations, madame la juge. Nous pensons qu'elles sont fabriquées à partir des délires paranoïaques de madame Chambert. Fabriquées? Charles est intervenu. Madame la juge, nous avons des relevés bancaires montrant des transferts de prêts obtenus frauduleusement directement vers les comptes de Sophie et Bernard Chambert. Nous avons des preuves qu'ils ont utilisé la maison de madame Chambert comme garantie sans sa connaissance ni son consentement. Nous avons des enregistrements de Sophie Chambert admettant ses activités et menaçant madame Chambert. Les enregistrements peuvent être manipulés, a argumenté Hugo désespérément. En effet, ils peuvent l'être, a acquiescé la juge Vernet. C'est pourquoi je les ai fait vérifier indépendamment par l'expert technique du tribunal. Ils semblent authentiques. Le visage de Sophie était passé d'inquiet à furieux. Elle chuchotait avec urgence à Hugo, qui avait l'air de plus en plus mal à l'aise. Madame la juge, a continué Charles, non seulement nous demandons que cette demande soit rejetée, mais nous demandons une ordonnance de protection interdisant à Sophie et Bernard Chambert de contacter madame Hélène Chambert, sauf par l'intermédiaire de leurs avocats,
en attendant la résolution des poursuites pénales engagées contre eux. Des poursuites pénales? Sophie ne pouvait plus se contenir. C'est ridicule. Nous l'avons accueillie quand personne d'autre ne le voulait. Nous nous sommes occupés d'elle pendant 3 ans. Madame Chambert a averti la juge Vernet. Vous aurez votre tour de parole. Mais Sophie était hors de contrôle maintenant. Elle ment. Elle est confuse. Demandez à n'importe qui. Elle erre la nuit. Oublie ses rendez-vous. Ne peut pas gérer ses médicaments. Pourtant, elle a réussi à rassembler des preuves étendues de vos activités frauduleuses. A observé sèchement la juge Vernet. Curieux comme ses facultés mentales semblent s'améliorer quand il s'agit de se protéger. La salle d'audience est tombée dans le silence. La juge Vernet a revu ses notes pendant plusieurs longues minutes, puis a levé les yeux. Je rejette cette demande de mise sous tutelle. Il n'y a aucune preuve crédible qu'Hélène Chambert nécessite une tutelle. En fait, les preuves suggèrent que la requérante, Sophie Chambert, s'est engagée dans un schéma de comportement qui la rendrait catégoriquement inapte à être tutrice, même si une telle protection était nécessaire. Sophie a émis un son étranglé de protestation. De plus, a continué la juge Vernet, j'accorde l'ordonnance de protection. Ni Sophie ni Bernard Chambert ne doivent contacter Hélène Chambert, sauf par l'intermédiaire de leurs avocats, jusqu'à ce que les affaires pénales soient résolues. Et je renvoie cette affaire au parquet pour enquête sur un possible parjure dans ces procédures. En plus des allégations de fraude déjà sous investigation. Elle a frappé son marteau. L'audience est levée. Alors que nous nous levions pour partir, Sophie s'est précipitée vers moi, le visage tordu de rage. Ce n'est pas fini. Tu vas le regretter, je te le jure devant Dieu. Les agents de sécurité sont rapidement intervenus, l'escortant hors de la salle d'audience. Ses menaces résonnaient dans le couloir. Dehors, Charles m'a serré l'épaule. Premier obstacle franchi. Tu t'en es bien sortie là-dedans, Hélène. Je n'ai rien eu à faire, ai-je dit, encore en train de traiter ce qui s'était passé. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire est simplement de tenir bon. Sophie s'est autodétruite parce qu'elle ne pouvait pas imaginer un monde où elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Marie m'a serré dans ses bras. J'ai toujours su que cette femme était un problème. La façon dont elle te traitait aux réunions de famille, toujours si condescendante. Thomas a hoché la tête. Bernard aurait dû y mettre fin il y a des années. Jacques n'aurait jamais toléré que quelqu'un te traite de cette façon. La mention de Jacques a fait monter les larmes à mes yeux. Il aurait été si déçu de Bernard. Oui, il l'aurait été, a acquiescé Charles solennellement. Mais il aurait été incroyablement fier de toi. Alors que nous marchions vers la voiture, Patricia a appelé avec une mise à jour sur l'enquête financière. Nous avons tracé l'argent, dit-elle sans préambule. Ils ont dépensé la plupart. La piscine, la rénovation de la cuisine, la voiture de Sophie, des vacances de luxe. Mais nous avons trouvé environ 30 000 € sur un compte caché au nom de jeune fille de Sophie. Nous avons fait une demande pour geler celui-là aussi. Et ma maison, celle où ils vivent? C'est plus compliqué. Ils ont utilisé ta valeur nette pour l'apport, mais ils ont fait les paiements du crédit. Le tribunal déterminera probablement un pourcentage de propriété basé sur les contributions. J'ai pensé à la maison, belle mais entachée par la trahison. Je n'en veux pas. Je veux récupérer ma propre maison. C'est tout à fait compréhensible. Nous travaillerons vers cette résolution. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de Bernard. « S'il te plaît, maman, parlons-en. Sophie est hystérique. Nos comptes sont gelés. On ne peut même pas acheter de quoi manger. » Je l'ai montré à Charles, qui m'a déconseillé de répondre directement. À la place, il a rédigé un message depuis son cabinet. Toute communication doit passer par les avocats conformément à l'ordonnance du tribunal. Tout contact direct sera signalé comme une violation. La réponse de Bernard est venue quelques minutes plus tard. « Maman, je sais que tu lis ces messages. S'il te plaît, nous sommes une famille. » Une famille. Le mot qui m'avait gardée silencieuse, qui m'avait fait accepter moins que ce que je méritais, qui m'avait rendue vulnérable à leur manipulation. Plus maintenant. J'ai éteint mon téléphone et regardé par la fenêtre de l'hôtel les lumières de la ville. Demain, j'irai dans ma vraie maison à Villeneuve-les-Pins. Les serrures avaient été changées, le système de sécurité mis à jour. Elle aurait besoin d'être nettoyée, de quelques réparations peut-être. Mais elle était à moi. Personne ne pouvait me l'enlever. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vraiment libre. Les semaines précédant le procès pénal ont été un tourbillon de dépositions, de collecte de preuves
et de préparation juridique. Charles avait assemblé une équipe formidable, incluant Patricia Nguyen et un spécialiste des cas d'abus envers les personnes âgées, nommé Marc Delgado. L'abus des personnes âgées est l'un des crimes les moins signalés en France, a expliqué Marc lors de notre réunion de stratégie. L'exploitation financière est particulièrement insidieuse parce qu'elle est souvent perpétrée par des membres de la famille, ce qui rend les victimes réticentes à se manifester. Exactement, a approuvé Patricia. La victime moyenne perd 120 000 €, mais la plupart des cas n'arrivent jamais au tribunal à cause de la honte ou de la peur. Je n'ai pas honte, ai-je dit fermement, et j'en ai fini d'avoir peur. Charles a souri. C'est pourquoi nous allons gagner. Pendant ce temps, Bernard et Sophie avaient engagé une avocate de renom nommée Viviane Renaud, connue pour ses tactiques agressives et sa manipulation médiatique. Quelques jours après avoir pris l'affaire, des articles ont commencé à apparaître dans les nouvelles locales sur des désaccords familiaux escaladés en accusations criminelles et la tragédie des parents vieillissants se retournant contre leurs enfants. Sophie a donné des interviews larmoyantes, affirmant qu'elle avait seulement essayé de me protéger de moi-même. Hélène est de plus en plus confuse, a-t-elle dit à un journaliste, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Nous essayons de sécuriser ses finances avant qu'elle ne donne tout à des escrocs. C'est comme ça qu'elle nous remercie de notre amour. Charles m'a conseillé d'ignorer le cirque médiatique. Ils essaient d'empoisonner le jury potentiel et de te faire pression pour que tu abandonnes les poursuites. Ne réagis pas. C'était plus difficile d'ignorer les textos de mes petits-enfants, clairement composés avec l'aide de Sophie, demandant pourquoi j'étais méchante avec leur maman et leur papa. Mon cœur se brisait en les lisant, mais Charles était catégorique. Toute réponse violerait l'ordonnance de protection et compromettrait notre dossier. Le coup le plus dur est venu quand Rachel a appelé pour dire qu'elle ne viendrait finalement pas pour le procès. « Je ne peux simplement pas prendre parti, maman », a-t-elle expliqué, sa voix tendue. « Bernard est mon frère. Tu es ma mère. Je vous aime tous les deux. Il ne s'agit pas de prendre parti, » ai-je répondu, luttant pour garder ma voix stable. Il s'agit du bien et du mal. Ce qu'ils ont fait était criminel. Peut-être, mais porter plainte. Tu n'aurais pas pu trouver un autre moyen de résoudre ça? J'ai fermé les yeux, retenant mes larmes. Qu'est-ce que tu aurais suggéré? Les laisser voler mon identité, prendre ma maison, me faire déclarer inapte et m'expédier en maison de retraite? Tu exagères. Non, Rachel, je n'exagère pas. C'était leur plan. Ils l'ont admis. Le silence s'est étiré entre nous. Finalement, Rachel a soupiré. Je suis désolée, maman. Je ne peux simplement pas faire ça maintenant. Après avoir accroché, je me suis assise sur mon lit dans la maison de Villeneuve-les-Pins, ma vraie maison, et je me suis permis de pleurer. Pour la famille que je pensais avoir, pour le fils qui m'avait trahi, pour les filles qui ne pouvaient pas être à mes côtés quand j'avais le plus besoin d'elles. Evelyne m'a trouvée là, s'étant laissée entrer avec la clé de secours que je lui avais donnée. « Oh, Hélène !» dit-elle en s'asseyant à côté de moi et en prenant ma main. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai raconté l'appel de Rachel, ma voix se brisant. « La famille ?» Evelyne a secoué la tête. « Elle peut nous blesser comme personne d'autre, parce que nous l'aimons comme personne d'autre. » Je ne sais pas si je peux aller jusqu'au bout, ai-je admis. Le procès, la publicité, devoir les affronter au tribunal. « Bien sûr que tu peux, » dit Evelyne fermement. « Tu es Hélène Chambert. Tu as élevé 3 enfants tout en soutenant un mari dans le service militaire. Tu as soigné Jacques à travers le cancer. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » J'ai souri faiblement. Je ne me sens pas très forte en ce moment. La force, ce n'est pas ne pas ressentir la douleur, dit Evelyne en serrant ma main. C'est continuer malgré elle. Le procès pénal a commencé un mardi pluvieux en mars. La salle d'audience était plus bondée que pour l'audience de tutelle. Des médias locaux, des curieux, et à ma surprise, Amélie assise au dernier rang. Nos regards se sont croisés brièvement tandis que je marchais vers la table de l'accusation. Elle a hoché légèrement la tête et j'ai ressenti une lueur d'espoir. Au moins, une de mes filles avait trouvé sa conscience. Sophie et Bernard étaient assis à la table de la défense, tous deux habillés de façon conservatrice. Sophie avait l'air appropriément sombre, tandis que Bernard paraissait sincèrement misérable. Aucun des deux ne croisait mon regard. Les charges ont été lues. Fraude, vol d'identité, abus de personnes âgées, tentative d'escroquerie.
Sophie et Bernard ont tous deux plaidé non coupables. Dans sa déclaration d'ouverture, Charles a exposé l'affaire méthodiquement. « Ce n'est pas une querelle de famille qui a dégénéré », a-t-il dit au jury. C'était une campagne calculée de plusieurs années pour systématiquement dépouiller Hélène Chambert de ses biens, de sa dignité et finalement de sa liberté. Les preuves montreront que Sophie et Bernard Chambert ont falsifié des documents, ouvert des comptes frauduleux et tenté de faire déclarer Madame Chambert inapte, tout cela pour prendre le contrôle de sa maison et de ses économies. Viviane Renaud a répondu avec des appels émotionnels. La famille Chambert a accueilli une veuve vieillissante quand personne d'autre ne le voulait, a-t-elle argumenté. Ils lui ont fourni un foyer, des soins et de la compagnie pendant 3 ans. Oui, des arrangements financiers ont été faits avec le consentement verbal d'Hélène, même si peut-être pas toujours avec une documentation appropriée. Ce n'étaient pas des crimes. C'étaient des malentendus au sein d'une famille aimante qui ont été tragiquement amplifiés. La phase de présentation des preuves a été éprouvante. Les dossiers financiers ont été disséqués. Des analystes ont témoigné sur les signatures falsifiées. Les enregistrements des menaces de Sophie ont été diffusés. Ma voisine Dorothée a témoigné que Sophie et Bernard avaient prétendu avoir une procuration. Même le cousin Hugo de Sophie a été contraint de témoigner sur son rôle dans la préparation des documents frauduleux. Puis c'était mon tour de témoigner. En marchant vers le box des témoins, j'ai aperçu Amélie dans la galerie, maintenant assise à côté de Marie et Thomas. Elle m'a fait un petit sourire encourageant. Sous les questions douces de Charles, j'ai raconté tout depuis la mort de Jacques jusqu'à mon emménagement chez Bernard. La chaleur initiale cédant la place à l'isolement et à la manipulation psychologique, la découverte de la fraude et la confrontation finale à la Toussaint. « Madame Chambert » a demandé Charles, « pourquoi avez-vous décidé de porter plainte contre votre propre fils et belle-fille » J'ai pris une profonde respiration. Parce que ce qu'ils ont fait n'était pas juste mal, c'était criminel. Ils m'ont systématiquement volé tout en faisant semblant de prendre soin de moi. Ils prévoyaient de me faire déclarer inapte et de m'institutionnaliser pour pouvoir prendre tout ce que j'avais. Si je ne me défendais pas moi-même, qui le ferait? Charles a hoché la tête. Pas d'autres questions, Madame la Présidente. Viviane Renaud s'est approchée pour le contre-interrogatoire, son sourire sympathique, mais ses yeux calculateurs. Madame Chambert, n'est-il pas vrai que vous en vouliez au succès de Sophie, sa promotion, ses revenus, son influence sur votre fils? J'en voulais à son vol, ai-je répondu calmement. À ses mensonges, à sa tentative de voler ma maison et de détruire mon crédit. Le succès construit sur le crime n'est pas du succès. C'est juste du crime avec de meilleurs vêtements. Quelques jurés ont hoché la tête et le sourire de Viviane s'est crispé. Vous prétendez que Bernard et Sophie prévoyaient de vous faire déclarer inapte. Pourtant, vous n'avez présenté aucune preuve directe de ce plan. N'est-ce pas juste votre interprétation des événements? Sophie a déposé une demande de mise sous tutelle d'urgence le lendemain du jour où je les ai confrontés au sujet de la fraude. Ai-je souligné? Elle a prétendu que j'étais mentalement instable et que j'avais besoin d'une tutelle immédiate, sa tutelle. Le tribunal a rejeté sa demande parce qu'il n'y avait aucune preuve de mon inaptitude. Cela me semble être une preuve directe. Viviane a changé de tactique. Madame Chambert, vous avez vécu dans la maison de Bernard et Sophie pendant 3 ans sans contribuer aux dépenses du foyer. N'est-il pas raisonnable qu'ils vous aient finalement demandé de payer un loyer? J'aurais été heureuse de payer un loyer raisonnable si on me l'avait demandé, mais 2 300 € pour une chambre quand ils me volaient simultanément et prévoyaient de prendre ma maison? Non, ce n'était pas raisonnable. C'était une partie de leur plan pour me saigner financièrement, afin que je n'ai pas les moyens de me défendre. Le contre-interrogatoire a continué pendant des heures, avec Viviane essayant tous les angles pour me dépeindre comme ingrate, rancunière ou confuse, mais Charles m'avait bien préparée. Je suis restée calme, répondant directement et clairement, refusant de me laisser entraîner dans des éclats émotionnels. Quand je suis descendue de la barre, j'étais épuisée, mais satisfaite. J'avais dit ma vérité. Bernard a témoigné ensuite, son témoignage contrastant fortement avec mes réponses composées. Il alternait entre remords et fuite, prétendant qu'il avait su certains arrangements financiers, mais pas d'autres, qu'il avait été pris entre la loyauté envers sa femme et sa mère. « Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin, » dit-il, la voix brisée. « Je voulais juste que tout le monde soit heureux. » « Même si cela signifiait voler ta mère ?» a demandé Charles pendant le contre-interrogatoire.
Bernard a baissé la tête. J'ai fait des erreurs terribles. Je suis tellement désolée. Le témoignage de Sophie a été le plus dramatique. Parfaitement habillée et coiffée, elle s'est présentée comme la belle-fille attentionnée prise de court par les accusations d'une belle-mère ingrate. Nous l'avons accueillie quand personne d'autre ne le voulait, a-t-elle insisté. Ses filles étaient trop occupées avec leur propre vie. Nous lui avons donné un foyer, l'avons incluse dans notre famille. Oui, nous avons utilisé la valeur de sa maison, avec sa permission verbale, pour créer une meilleure situation de vie pour tout le monde, y compris elle. Et les cartes de crédit ouvertes à son nom, a demandé Charles. Aviez-vous aussi une permission verbale pour celle-là? Hélène a dit que nous pouvions gérer ses finances, a répondu Sophie avec assurance. Elle trouvait tout cela trop confus. Nous essayons d'aider. En facturant 20 000 € de vêtements de créateurs, de soins spa et de vacances à Ibiza auxquelles Madame Chambert n'était pas invitée, le calme de Sophie a vacillé momentanément. C'étaient des dépenses familiales légitimes. Pour votre famille, peut-être. Pas pour Madame Chambert. Le moment le plus accablant est venu quand Charles a diffusé l'enregistrement de Sophie après l'audience de tutelle. Ce n'est pas fini. Tu vas le regretter. Je te le jure devant Dieu. Est-ce que cela ressemble à une belle fille inquiète qui essaie d'aider? A demandé Charles au jury. Ou à quelqu'un de furieux que son stratagème ait été exposé? Après des jours de témoignages, l'affaire est allée au jury. Ils ont délibéré moins de 4 heures avant de revenir avec un verdict. Sur le chef d'accusation de fraude au premier degré, comment jugez-vous la défendresse Sophie Chambert? Coupable. Sur le chef d'accusation de vol d'identité au premier degré? Coupable. La litanie a continué. Coupable sur tous les chefs d'accusation pour Sophie, coupable de complicité pour Bernard. Je me suis assise dans la galerie, ressentant une justification creuse. La justice. Mais à quel prix? Mon fils menotté, ma belle-fille crachant son venin tandis qu'on l'emmenait. « Ce n'est pas fini !» a crié Sophie. Espèce de vindicative. Tu as tout ruiné. Non, ai-je dit doucement, bien qu'elle ne pouvait pas m'entendre. Tu as tout ruiné. Je refuse simplement de te laisser m'enterrer dans les décombres. À l'extérieur du tribunal, Amélie s'est approchée avec hésitation. « Maman, Je suis désolée de ne pas avoir été là depuis le début. J'aurais dû te croire. » J'ai étudié le visage de ma fille cadette, y voyant un remords sincère. Oui, tu aurais dû. Est-ce qu'on peut parler? Peut-être autour d'un dîner? J'ai envisagé de refuser, de la faire travailler plus dur pour obtenir le pardon. Mais n'y avait-il pas déjà eu assez de douleur? Un dîner serait bien, ai-je dit finalement. J'aimerais avoir des nouvelles des jumeaux. Elle a souri, le soulagement évident dans ses yeux. Ils parlent de toi tout le temps. Leur mamie leur manque. Alors que nous marchions vers sa voiture, des journalistes criaient des questions que j'ai ignorées. Cette victoire n'était pas destinée à la consommation publique. Elle était personnelle, douloureuse et privée. Le prononcé de la peine est venu des semaines plus tard. Sophie a reçu 5 ans, éligible à la liberté conditionnelle dans 3 ans. Bernard a eu 18 mois, principalement du sursis. Une restitution a été ordonnée pour les deux. Il me rembourserait pendant des décennies. À l'extérieur du tribunal, Charles m'a serré la main. « Tu l'as fait, Hélène. Tu as gagné. » L'avais-je fait? Ma famille était brisée. Mon fils un criminel, une fille éloignée. Mais j'étais libre. J'étais en sécurité. J'étais chez moi. Oui, ai-je dit, réalisant que c'était vrai malgré tout. Finalement, j'ai gagné. Le printemps est arrivé avec une beauté inattendue. La maison de Villeneuve-les-Pins a repris vie tandis que je débarrassais la poussière et la négligence. J'ai planté les rosiers préférés de Jacques le long de la clôture du fond, repeint la cuisine d'un jaune joyeux et lentement récupéré chaque pièce comme mienne. La piscine que Sophie avait fait installer dans l'autre maison a été vendue avec la propriété. Je ne voulais rien de ce chapitre de ma vie. Le produit de la vente, après avoir remboursé le crédit frauduleux, est allé dans un fonds pour l'éducation de mes petits-enfants. Ils n'étaient pas responsables des crimes de leurs parents. Amélie et moi avons reconstruit notre relation avec précaution, comme des archéologues fouillant un artefact fragile. Les appels téléphoniques hebdomadaires sont devenus des dîners, puis des week-ends occasionnels avec les jumeaux. Elle s'était excusée correctement, reconnaissant comment elle m'avait laissé tomber quand j'avais eu besoin d'elle. J'étais tellement absorbée par mes propres problèmes, a-t-elle admis un soir, alors que nous étions assises sur ma terrasse. C'était plus facile de croire Bernard
que de considérer que quelque chose de terrible t'arrivait. Nous faisons tous des choix, ai-je dit, en regardant le coucher de soleil peindre le ciel de rose et d'or. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après avoir réalisé nos erreurs. Elle a tendu la main et serré la mienne. J'essaie, maman. Je sais, et je suis fière de toi pour ça. Rachel a été plus lente à se rapprocher. Son divorce l'avait laissée amère et sur la défensive, prompte à voir la trahison partout, sauf là où elle existait vraiment. Nos conversations sont restées tendues, mais il y avait des progrès. De petits pas. Bernard a écrit depuis la prison de longues lettres décousues, pleines d'excuses et d'explications. Je les ai lues, cherchant le fils que j'avais élevé dans les mots de l'homme qui m'avait trahi. Parfois, j'apercevais des traces de lui. D'autres fois, il semblait être un étranger. J'ai répondu occasionnellement, gardant mes réponses mesurées. Le pardon prendrait du temps, s'il venait jamais. La confiance pourrait ne jamais être entièrement restaurée. Sophie n'a envoyé aucune lettre, fait aucune excuse. Selon Bernard, elle me reprochait entièrement leur chute. Dans son esprit, elle était la victime de mon ingratitude, de ma vindicte, de mon refus d'accepter tranquillement ma place de vieux fardeau à gérer. Mes petits-enfants étaient les plus grandes victimes. Avec Bernard en prison et les parents de Sophie ayant la garde, je les voyais rarement. J'envoyais des cartes d'anniversaire, des cadeaux de Noël, mais gardais mes distances, ne voulant pas les perturber davantage. Un jour, quand ils seraient plus grands, quand ils pourraient comprendre que mamie n'était pas la méchante de leur histoire, peut-être nous reconnecterions-nous. Par un après-midi ensoleillé de fin avril, Evelyne et moi prenions le thé sur ma terrasse quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert pour trouver Amélie et les jumeaux, accompagnés d'une femme que je ne reconnaissais pas. « Maman », a dit Amélie avec un sourire nerveux, « c'est le docteur Élise Dupont. C'est une thérapeute familiale spécialisée dans les questions des seniors et la réconciliation familiale. Je pensais que peut-être elle pourrait nous aider, nous tous. » Le docteur Dupont a tendu la main. « Madame Chambert, c'est un honneur de vous rencontrer. Votre affaire est en fait devenue une référence dans la défense des droits des personnes âgées. Seriez-vous disposée à parler de la façon dont nous pourrions aider votre famille à guérir ?» J'ai regardé le visage plein d'espoir de ma fille, les yeux curieux de mes petits-enfants. Cette professionnelle qui pensait que ma famille brisée pourrait être réparable. « Entrez !» ai-je dit en ouvrant la porte plus grand. « Nous pouvons parler dans le salon. » Au cours des mois suivants, le docteur Dupont nous a guidés à travers des conversations difficiles. Amélie et moi avons travaillé sur son abandon quand j'avais eu besoin d'elle. Nous avons discuté des choix de Bernard et de comment ils avaient affecté tout le monde. Nous avons même eu des séances avec Rachel quand elle a finalement rendu visite, tendues au début, mais progressivement productives. Le docteur Dupont m'a aidé à voir que tandis que Sophie avait été l'architecte principal de la fraude, la négligence de mes enfants avait des racines dans la façon dont je les avais élevés. « Tu as toujours été celle qui donnait, qui soutenait », a-t-elle souligné gentiment. « Tu leur as appris que maman gère tout. Maman n'a jamais besoin d'aide. Maman existe pour résoudre leurs problèmes. Quand tu as finalement eu besoin d'eux, ils ne savaient pas comment réagir parce qu'ils ne s'étaient jamais entraînés à prendre soin de toi. C'était une vérité difficile à accepter, mais nécessaire pour guérir. À l'anniversaire de la mort de Jacques, j'ai visité sa tombe avec des fleurs et des nouvelles. Je l'ai fait, ai-je dit à la pierre tombale. Je me suis battue, j'ai gagné. La maison est en sécurité. Le vent a bruissé dans les arbres. Et je jure que j'ai entendu son rire. C'est bien, ma Hélène. Plus coriace qu'elle n'en a l'air. Tu me manques chaque jour, ai-je chuchoté. Mais je vais bien. Mieux que bien. J'ai arrangé les fleurs, redressé le petit drapeau tricolore près de sa plaque. Je suis chez moi, et je l'étais, pas seulement dans la maison physique, mais en moi-même. La femme qui avait été diminuée, rejetée, presque détruite, avait retrouvé sa colonne vertébrale, s'était souvenue de sa valeur, avait refusé de partir doucement dans la bonne nuit de quiconque. Les mois passant, ma vie a pris de nouveaux rythmes. Je faisais du bénévolat au centre des seniors locales, partageant mon histoire et aidant les autres à reconnaître les signes d'exploitation financière. J'ai rejoint un groupe de soutien pour veuves, me faisant des amis qui comprenaient les défis uniques de reconstruire une vie seule. Charles, Benoît et moi sommes restés en contact, nous retrouvant occasionnellement pour déjeuner et discuter des suites juridiques de mon affaire. Les paiements de restitution arrivaient mensuellement, de petits montants, mais réguliers. Le salaire de Sophie en prison était saisi.
Celui de Bernard aussi après sa libération. Chaque centime qu'ils envoyaient ressemblait à une validation. Vous avez essayé de me voler, mais maintenant vous me payez. La justice a une certaine poésie. Bernard a été libéré plus tôt pour bonne conduite après avoir purgé 10 mois. Il a envoyé une autre lettre demandant à me voir pour se réconcilier. Cette fois, ses mots semblaient différents, plus réfléchis, moins apitoyés sur lui-même. « J'ai suivi une thérapie », a-t-il écrit, travaillant vraiment à comprendre comment je t'ai laissé tomber. Comment j'ai laissé Sophie me contrôler. Comment j'ai choisi le chemin facile au lieu du bon. S'il te plaît, maman, laisse-moi essayer de réparer. J'y ai réfléchi pendant des semaines, demandé conseil à Evelyne, Marie et au docteur Dupont. Les réponses étaient mitigées, mais finalement le choix m'appartenait. J'ai accepté de le rencontrer dans un café. Neutre, sûr. Il avait l'air plus vieux, plus mince, usé par les conséquences. Bien, grandir fait mal. Maman. Il s'est levé quand je suis arrivée, l'incertitude dans chaque ligne de son corps. Merci d'être venu. Je me suis assise, j'ai commandé un thé, j'ai étudié mon fils. Tu as 10 minutes. Il a parlé vite. Les révélations de la thérapie, les problèmes de codépendance, la dynamique toxique avec Sophie, sa honte de m'avoir trahi. Tout probablement vrai. Tout définitivement trop tard. Je veux gagner ton pardon, a-t-il fini. Quoi qu'il faille. Le pardon ne se gagne pas. J'ai bu mon thé. Il se donne ou pas. Je te pardonne, Bernard. Pour ma paix, pas la tienne. Mais le pardon ne signifie pas oublier. Ne signifie pas faire confiance. Ne signifie pas prétendre que ça ne s'est pas passé. Je comprends. Mais peut-être qu'avec le temps... Non. J'ai posé ma tasse. Je serai civile. J'enverrai des cartes de Noël. Je répondrai peut-être si tu appelles. Mais la relation que nous avions, la mère qui avait tout sacrifié pour toi, elle est partie. Tu l'as tuée quand tu es resté silencieux à ce dîner de la Toussaint. Il a pleuré alors. Mon fils, qui avait hérité les yeux de son père, mais pas son courage. Je n'ai rien ressenti. La part de moi qui se serait précipitée pour le réconforter était morte quelque part entre profiteuse et signature falsifiée. « Je suis toujours ta mère », ai-je dit en me levant. Mais maintenant, je suis ma propre personne d'abord. Souviens-toi de ça. Je l'ai laissé là avec son café froid et ses larmes chaudes. Ce n'était pas cruel, c'était nécessaire. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont la clôture qui rend possible le bon voisinage, même quand ses voisins sont vos enfants. Le divorce a été finalisé pendant que Sophie était en prison. Bernard a eu la garde des enfants un week-end sur 2, supervisé au début. Il m'envoyait parfois des photos. Raphaël plus grand, Émilie perdant ses dents de lait. Je les gardais mais ne les affichais pas. Un jour peut-être, pas encore. Rachel est venue pour la Toussaint suivante, juste elle, calme et prudente, m'aidant à cuisiner dans la cuisine que j'avais peinte en jaune après mon retour. « Papa aurait été fier de toi ?» dit-elle soudain en pelant des pommes pour la tarte. « Pour t'être battu, pour avoir tenu bon. Il aurait été triste que ce soit nécessaire. Je sais que je t'ai laissé tomber quand tu avais besoin de moi. » Elle a croisé mon regard. Mais te regarder te battre, te voir refuser d'être une victime, ça a changé quelque chose en moi aussi. J'ai arrêté d'accepter moins que ce que je méritais dans ma propre vie. Bien, et je le pensais. C'est ce que les mères veulent vraiment. Des enfants qui connaissent leurs propres valeurs. Amélie est venue pour Noël, amenant les jumeaux. Regarder mes petits-enfants jouer dans le jardin où leur père avait autrefois joué, leur rire résonnant contre la clôture que Jacques avait construite, ça ressemblait à une guérison. Pas complète, certaines blessures laissent des marques permanentes, mais une guérison quand même. Mamie, a demandé un des jumeaux, pourquoi on ne voit plus papa très souvent? Parfois, ai-je dit prudemment, les gens font des choix qui changent les relations. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête de les aimer. On les aime juste différemment. Comme de loin? Exactement comme ça. Les enfants comprennent plus qu'on ne leur en accorde le crédit. Ils l'ont accepté, sont retournés jouer. La vie avance même quand nous regardons en arrière. Le réveillon du Nouvel An m'a trouvée entourée d'amis. Evelyne, Marie et Thomas, des voisins devenus famille, des collègues bénévoles du Centre des seniors. Nous avons trinqué à minuit à la survie, à la force, au refus d'être réduite au silence. « Quelle est ta résolution ?» a demandé Evelyne. « Plus de résolution, ai-je dit. Juste des promesses à moi-même. De ne plus jamais me faire petite pour le confort des autres. De ne jamais m'excuser de prendre de la place.
de ne jamais laisser personne me faire sentir sans valeur dans ma propre maison. Bien dit, bien dit. Le cœur s'est élevé. Les verres ont tinté. Ces gens qui m'avaient soutenu quand la famille de sang ne l'avait pas fait, qui avaient été témoins de mon humiliation et avaient acclamé mon triomphe, qui prouvaient que la famille n'est pas une question d'ADN, c'est une question de présence. La fête a duré jusqu'à 2 heures du matin. J'ai rangé lentement, savourant les échos de rire dans ma maison. Cette maison avait vu tant d'amour et de trahison, de vol et de justice, de perte et de reconquête. Mais elle était à moi. Chaque mur, chaque souvenir en train de se faire. Je me suis tenue dans ma cuisine, ma belle cuisine jaune soleil, et j'ai fait un dernier toast à Jacques qui m'avait laissé plus qu'une maison. Il m'avait laissé les outils pour la protéger. À moi-même, pour les avoir finalement utilisés. À l'avenir, quoi qu'il réserve. Je suis Hélène Chambert. Ai-je dit à la pièce vide, au fantôme de ce qui avait été, à la promesse de ce qui pourrait être. J'ai 71 ans. Je possède ma maison. Je connais ma valeur. Et je suis exactement là où j'appartiens. La maison s'est installée autour de moi, sûre et solide. À travers la fenêtre, l'aube se levait. Un nouveau jour, une nouvelle année, une nouvelle vie construite sur les cendres de l'ancienne. J'étais chez moi. 6 mois plus tard, la vie avait pris de nouveaux rythmes. Je me réveillais chaque matin dans ma propre chambre, préparais du café dans ma cuisine jaune, soignais les roses de Jacques dans le jardin. La maison qui avait failli être volée était devenue mon sanctuaire restauré. Mon affaire avait attiré plus d'attention que ce que j'avais prévu. Une productrice d'une chaîne de télévision locale m'a contacté pour participer à un documentaire sur l'abus financier des personnes âgées. Votre histoire pourrait aider tant de gens, Madame Chambert, a-t-elle expliqué autour d'un café dans mon salon. La plupart des victimes ne se manifestent jamais par honte ou peur du conflit familial. Vous vous êtes battue et vous avez gagné. C'est puissant. J'ai hésité, incertaine de vouloir exposer la laideur de ma famille à un public plus large. C'était déjà assez douloureux de l'avoir vécu une fois. Je comprends, a-t-elle dit gentiment. Mais votre expérience pourrait être le signal d'alarme qui sauve quelqu'un d'autre du même sort. Dites ainsi, comment pouvais-je refuser? Le documentaire intitulé « Vol caché », l'abus financier des aînés en France, a été diffusé cet automne-là. Je l'ai regardé avec Evelyne, toutes deux pleurant à différents moments. Voir mon histoire exposée si cliniquement, l'isolement progressif, la manipulation financière, la manipulation psychologique, m'a fait réaliser à quel point l'abus avait été typique. Si seulement j'avais reconnu les signes plus tôt. La réponse a été écrasante. Des lettres ont afflué de seniors dans des situations similaires. D'enfants adultes horrifiés de reconnaître leur propre comportement dans les actions de Sophie. De forces de l'ordre et de travailleurs sociaux reconnaissants pour la sensibilisation. Charles a appelé le lendemain de la diffusion. « Tu as lancé quelque chose, Hélène. » Le parquet a reçu une vague d'appels de victimes âgées signalant des abus financiers. « Ils appellent ça l'effet Chambert ?» J'ai juste raconté mon histoire, ai-je dit, surprise. Parfois c'est tout ce qu'il faut. Une personne assez courageuse pour dire sa vérité, pour que les autres sachent qu'ils ne sont pas seuls. Le centre des seniors où je faisais du bénévolat m'a demandé si j'envisagerais de créer un groupe de soutien spécifiquement pour les victimes d'exploitation financière. J'ai accepté, bien que je ne me sois pas sentie qualifiée. « Tu l'as vécu », dit simplement la directrice. C'est une qualification suffisante. Notre première réunion comptait 3 participantes, toutes des femmes, toutes avec des histoires qui faisaient écho à la mienne de différentes manières. Une fille qui avait vidé des comptes bancaires, un neveu qui avait volé des bijoux, un beau-fils qui avait fait pression sur sa belle-mère pour qu'elle signe la donation de sa maison. Je pensais que c'était juste moi, chuchota une femme, les larmes coulant sur son visage. Je pensais que j'étais stupide de faire confiance à mon propre enfant. Ce n'est jamais stupide d'attendre de la décence de la famille, lui ai-je dit. L'échec est le leur, pas le vôtre. À notre 3e réunion, la participation avait doublé. À la 6e, nous avions besoin d'une plus grande salle. Les gens ne venaient pas seulement pour le soutien. Ils venaient pour la force, pour le courage d'agir. Avec l'aide de Charles, j'ai développé des ressources pour le groupe. Des listes de contrôle pour protéger les biens, des signes d'exploitation financière à surveiller,
des coordonnées d'aide juridictionnelle, des scripts pour confronter les membres de la famille sur des comportements inquiétants. « Tu as trouvé ta vocation ?» a observé Evelyne un soir alors que nous trions les dossiers de ressources pour la prochaine réunion. « Pas une vocation que j'aurais choisie, ai-je admis. Mais si ma douleur peut prévenir celle de quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle n'était pas vaine. » Bernard a assisté à une de ces réunions, assis tranquillement au fond. Je ne l'avais pas invité. Je ne savais même pas qu'il venait. Après, il s'est approché avec hésitation. « C'était puissant, » dit-il en regardant les chaises vides. Toutes ces personnes avec des histoires comme la nôtre. Pas comme la nôtre, ai-je corrigé. Dans notre histoire, tu étais l'abuseur, pas la victime. Il a tressailli mais a hoché la tête. Je sais, c'est pour ça que je suis venu. Pour mieux comprendre, pour entendre ce que c'est de l'autre côté. Je l'ai étudié, cherchant des signes des tactiques manipulatrices que Sophie avait utilisées si efficacement. Mais ses yeux ne contenaient que du chagrin et ce qui semblait être un remords sincère. « Pourquoi maintenant ?» ai-je demandé. « J'essaie de reconstruire ma vie, » dit-il simplement. « Je ne peux pas faire ça sans comprendre comment j'ai détruit la tienne. » Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était quelque chose. Une fissure dans le mur entre nous. Une possibilité. « Il y a un livre que je peux te recommander, » ai-je dit finalement, sur comment faire amende honorable d'une façon qui aide vraiment la personne blessée, pas qui apaise juste ta propre culpabilité. « J'aimerais bien, » dit-il. Et pendant un moment, j'ai entrevu le fils que j'avais élevé. « Merci, maman. » Alors qu'il se tournait pour partir, je l'ai rappelé. « Comment vont les enfants ?»« Leur grand-mère leur manque, » dit-il. « Émilie garde ta carte de Noël sur sa table de nuit. » J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Certaines blessures étaient encore trop fraîches. Les chèques de restitution continuaient d'arriver mensuellement. De petits montants, mais réguliers. J'en utilisais la plupart pour financer les activités de notre groupe de soutien, transformant le vol de Sophie en quelque chose de positif. Justice poétique. Rachel a déménagé en ville cet été-là, acceptant un poste d'enseignante au lycée local. Nous dînions ensemble chaque semaine, notre relation guérissant grâce à des efforts constants des deux côtés. Je pense à créer un groupe pour les enfants adultes de victimes d'abus de personnes âgées, m'a-t-elle dit un soir. Tellement d'entre nous ne savons pas comment soutenir nos parents à travers quelque chose comme ça. Je veux changer ça. Mon cœur s'est gonflé de fierté. Ma fille n'avait pas seulement appris de ma douleur. Elle travaillait à empêcher d'autres de la vivre. Amélie amenait les jumeaux pour des visites régulières maintenant. Ils avaient tellement grandi, développant leur propre personnalité et intérêts. Raphaël adorait construire des choses, tout comme son grand-père. Émilie avait hérité de mon amour du jardinage. Nous avons planté des tournesols ensemble, mesurant leur croissance chaque semaine. « Ils montent vers le ciel, mamie », dit-elle émerveillée, sa petite main dans la mienne, tandis que nous regardions les tiges imposantes. « Oui, c'est ce qu'ils font », ai-je acquiescé. C'est ce que font les êtres vivants quand ils sont correctement nourris. Ils grandissent vers la lumière. Pour mes 72 ans, ils m'ont organisé une fête surprise. Amélie, Rachel, les petits-enfants, Evelyne, Marie et Thomas, mes amis du centre des seniors et du groupe de soutien. Même Bernard était là, debout maladroitement sur le côté, mais présent. « Un discours !» a crié quelqu'un, après que j'ai soufflé les bougies. J'ai regardé autour de moi ces visages, certains liés par le sang, d'autres par choix. Et j'ai ressenti une vague de gratitude si forte qu'elle a fait monter les larmes à mes yeux. Il y a 3 ans, ai-je commencé. Je pensais que ma vie était essentiellement finie. J'avais perdu Jacques, perdu mon indépendance, perdu mon sens du but. J'existais, je ne vivais pas. J'ai pris une respiration. Puis est venue la trahison qui a failli me détruire. Mais au lieu de cela, elle m'a reconstruite. Plus forte, plus sage, plus authentique. J'ai levé mon verre. J'ai appris que la famille n'est pas juste ceux qui partagent votre ADN. C'est ceux qui partagent vos valeurs. C'est ceux qui se manifestent quand vous avez besoin d'eux. C'est ceux qui vous disent la vérité même quand elle est difficile à entendre. Mes yeux ont brièvement croisé ceux de Bernard. Il a hoché la tête, reconnaissant le reproche et le défi. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. Que connaître sa valeur est la meilleure protection contre ceux qui voudraient vous diminuer. Que le mot le plus puissant dans n'importe quelle langue est non quand il est dit à ceux qui voudraient vous exploiter.
J'ai souri aux membres de mon groupe de soutien. Et j'ai appris que la douleur partagée est une douleur diminuée. Qu'aider les autres à guérir peut vous guérir aussi. Qu'un but peut être trouvé dans les expériences les plus sombres si vous êtes assez courageux pour les utiliser pour le bien. J'ai levé mon verre plus haut. Alors, aux 72 ans de vie. Le bon, le mauvais, le beau et le douloureux. Tout cela est à moi. Tout cela a de la valeur. Tout cela faisant exactement qui je suis aujourd'hui. Et je ne changerai rien. La pièce a éclaté en applaudissements. Evelyne m'a serré dans ses bras en chuchotant. Jacques serait débordant de fierté. Plus tard, alors que les invités partaient, Bernard s'est approché avec un petit paquet. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-il en me le tendant. « Juste quelque chose que je pensais que tu devrais récupérer. » À l'intérieur se trouvait ma vieille clé de maison, celle de cette maison que je lui avais donnée quand j'avais déménagé il y a 3 ans. Avec elle, une note « Ceci t'appartient ». Ça a toujours été le cas. Je suis désolée de l'avoir oublié. J'ai levé les yeux vers mon fils. Cet homme qui m'avait blessé si profondément mais qui essayait de sa manière imparfaite de faire amende honorable. « Merci », ai-je dit simplement en mettant la clé et la note dans ma poche. Ce n'était pas la réconciliation, pas complètement, mais c'était une reconnaissance de ma propriété, de mes limites, de ma valeur. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise sur ma balancelle de Porsche, regardant les lucioles danser dans le jardin. Jacques et moi avions passé d'innombrables soirées ici, planifiant notre avenir, discutant de nos enfants, simplement ensemble, dans un silence confortable. « On a bien fait, n'est-ce pas, Jacques ?» ai-je dit à l'air de la nuit. Malgré tout, on a construit quelque chose qu'on ne pouvait pas voler ni détruire. Les carillons éoliens qu'il avait suspendus il y a des années ont tinté doucement en réponse. J'ai souri, sentant sa présence, non pas comme un fantôme, mais comme le fondement de tout ce que j'étais devenue. J'étais Hélène Chambert. J'avais 72 ans. Je possédais ma maison libre de toute dette. Je connaissais ma valeur sans aucun doute. Et j'étais exactement là où j'appartenais. Les semaines suivantes ont apporté leur lot de petites victoires et de moments de grâce. Un matin de septembre, alors que je taillais les rosiers de Jacques, Dorothée est venue me voir par-dessus la clôture. Elle tenait une enveloppe à la main, le visage illuminé d'un sourire malicieux. « Hélène, tu ne vas pas le croire. La mairie organise une cérémonie en ton honneur. Ils veulent te remettre la médaille de la citoyenne exemplaire pour ton travail avec les seniors. » J'ai posé mon sécateur, incrédule. « Une médaille ? Pour moi ? » ?»« Pour toi, » a confirmé Dorothée. Tout le quartier a signé la pétition. Tu as changé tellement de vie avec ton groupe de soutien. Les gens parlent de toi jusqu'à Toulouse. Ce soir-là, j'ai écrit une longue lettre à Jacques, même s'il ne la lirait jamais. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé depuis sa mort, les trahisons et les triomphes, les larmes et les rires retrouvés. J'ai pleuré en écrivant, mais c'était des larmes de guérison, pas de désespoir. Tu m'as donné les outils pour survivre, ai-je écrit à la fin. Ta sagesse, ton amour, ta prévoyance. Chaque fois que j'ai voulu abandonner, je t'entendais me dire de garder mes papiers en sécurité, de me souvenir de ma valeur. Tu m'as sauvé, Jacques, même depuis l'au-delà. J'ai plié la lettre et l'ai glissée dans le coffret avec l'acte de propriété et sa note manuscrite. Un jour, mes petits-enfants la trouveraient et comprendraient l'histoire de leurs grands-parents. Une histoire d'amour, de perte, de trahison et de rédemption. La cérémonie à la mairie a eu lieu par un beau dimanche d'octobre. La salle était bondée, mes amis du groupe de soutien, les bénévoles du centre des seniors, Evelyne et sa famille, Marie et Thomas, et à ma grande surprise, mes 3 enfants. Rachel est venue de Lyon, Amélie de Bordeaux avec les jumeaux, et Bernard s'est tenu au fond, discret mais présent. Le maire a prononcé un discours émouvant sur l'importance de la solidarité intergénérationnelle et le courage de dénoncer les abus. Quand il m'a remis la médaille, mes mains tremblaient, non pas de faiblesse, mais d'émotion. J'ai regardé la foule et j'ai vu des visages familiers, des gens dont j'avais touché la vie sans même le savoir. Je ne mérite pas cette reconnaissance seule, ai-je dit au micro, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Je la partage avec toutes les victimes qui ont trouvé le courage de parler, avec les familles qui ont choisi de soutenir leurs aînés plutôt que de les exploiter, avec les amis qui m'ont porté quand je ne pouvais plus marcher seule. Mon regard s'est posé sur Evelyne, qui s'essuyait les yeux.
Cette médaille appartient à mon mari Jacques, qui m'a appris que les documents sont une protection, mais surtout que la dignité n'a pas de prix. Elle appartient à tous ceux qui refusent de se laisser réduire au silence. La salle a applaudi, et j'ai senti quelque chose se dénouer en moi, une tension que je portais depuis des années, sans même le savoir. J'avais survécu. Plus que cela, j'avais prospéré. Après la cérémonie, Bernard s'est approché, hésitant comme toujours. « Maman, c'était magnifique. Je suis fière de toi. » J'ai étudié son visage, cherchant des traces de l'homme qu'il avait été et de celui qu'il essayait de devenir. Le chemin serait long entre nous, semé d'embûches et de silences gênants. Mais peut-être, juste peut-être, y avait-il une lueur au bout du tunnel. « Merci d'être venu, » ai-je dit simplement. « Ça compte. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Je t'ai tellement laissé tomber, maman. Je ne sais pas si je pourrai jamais me le pardonner. »« Ce n'est pas à moi de te pardonner pour ce que tu te fais à toi-même. » ai-je répondu. « C'est ton travail. » Mais je peux te dire ceci. La personne que tu étais n'est pas condamnée à être la personne que tu seras. Nous avons tous le pouvoir de changer. Il a hoché la tête, incapable de parler. Amélie s'est approchée avec les jumeaux, rompant la tension. Raphaël tirait sur ma manche. « Mamie, tu as une médaille comme les héros dans mes livres. » Je me suis penchée vers lui en souriant. « Tu sais quoi? Les vrais héros ne portent pas de cape. Ce sont des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires quand c'est nécessaire. Tu peux être un héros aussi. Je serai un héros qui protège les mamies, » a-t-il déclaré solennellement. Comme toi, tu t'es protégé. Mon cœur s'est serré. Cet enfant, malgré tout ce qu'il avait traversé, avait retenu la bonne leçon de cette terrible épreuve. L'automne a cédé la place à l'hiver et ma vie a continué à s'épanouir de façon inattendue. Le groupe de soutien comptait maintenant plus de 50 membres réguliers. Nous avions établi des partenariats avec des associations d'aide juridictionnelle, des services sociaux et même des banques qui formaient leur personnel à repérer les signes d'exploitation financière des aînés. Un journaliste d'un grand quotidien national m'a contacté pour une série d'articles sur les abus financiers envers les personnes âgées. L'interview a duré des heures, et quand la série a été publiée, elle a provoqué un véritable débat national. Des politiciens ont commencé à parler de renforcer les lois protégeant les seniors. Des familles ont entamé des conversations difficiles mais nécessaires sur les finances et la succession. « Vous avez changé la conversation », m'a dit le journaliste lors d'une interview de suivi. « Avant vous, personne ne parlait de ça. Maintenant, c'est un sujet de société. Je n'ai fait que refuser de me taire, » ai-je répondu. C'est à la portée de tout le monde. Noël cette année-là a été différent de tous ceux que j'avais connus depuis la mort de Jacques. Ma maison était pleine de monde. Amélie et les jumeaux, Rachel venue de Lyon, Evelyne et sa famille, Marie et Thomas, des amis du groupe de soutien qui n'avaient nulle part où aller. Même Bernard est passé brièvement, déposant des cadeaux pour les enfants avant de repartir discrètement. Nous n'étions pas encore prêts pour un réveillon ensemble, mais le simple fait qu'il soit venu était un pas en avant. En préparant le repas dans ma cuisine jaune, j'ai pensé à tous les Noëls passés, ceux avec Jacques et les enfants quand ils étaient petits, celui terrible chez Bernard et Sophie 3 ans plus tôt, et maintenant celui-ci, dans ma maison récupérée, entourée de gens qui m'aimaient vraiment. La vie a une façon de nous surprendre, ai-je dit à Evelyne, qui m'aidait à dresser la table. Il y a 3 ans, je pensais que ma vie était finie. Aujourd'hui, je me sens plus vivante que jamais. C'est parce que tu as arrêté de survivre et que tu as commencé à vivre, a-t-elle répondu en disposant les serviettes. Il y a une grande différence. À table, j'ai regardé autour de moi. Les enfants qui riaient, les adultes qui bavardaient, les bougies qui scintillaient. Cette table avait vu tant de repas, tant de moments de joie et de peine. Mais ce soir, elle ne voyait que de la gratitude. Avant de manger, j'aimerais porter un toast, ai-je dit en levant mon verre. À la famille, pas celle du sang, mais celle du cœur. À ceux qui nous soutiennent quand nous trébuchons, qui nous disent la vérité quand nous avons besoin de l'entendre, qui restent quand il serait plus facile de partir. À vous tous. À nous tous, ont répondu les voix en chœur. Les verres ont tinté, et j'ai su que Jacques, quelque part, souriait. Le printemps suivant a apporté une surprise inattendue.
Un éditeur m'a contacté pour me proposer d'écrire un livre sur mon expérience. Votre histoire pourrait aider des milliers de personnes, m'a-t-il expliqué. Les victimes d'exploitation financière familiale se sentent souvent seules et honteuses. Votre témoignage leur montrerait qu'elles ne sont pas seules, qu'il est possible de se battre et de gagner. J'ai hésité pendant des semaines. Écrire un livre signifiait revivre tout ce que j'avais traversé, exposer mes blessures les plus profondes au grand jour. Mais j'ai pensé aux femmes de mon groupe de soutien, à leurs visages baignés de larmes quand elles racontaient leurs histoires, à leur soulagement de savoir qu'elles n'étaient pas seules. Si mon livre pouvait offrir ce réconfort à d'autres, comment pouvais-je refuser? J'ai commencé à écrire au début de l'été, installé sur ma terrasse avec une tasse de thé et mon vieux carnet. Les mots sont venus plus facilement que je ne l'aurais cru, portés par des années de réflexion et de guérison. J'ai écrit sur Jacques et notre amour, sur la trahison de Bernard et Sophie, sur le procès et la reconstruction. Mais j'ai aussi écrit sur l'espoir, sur Evelyne qui m'avait tendu la main, sur Charles qui s'était battu pour moi, sur les petites victoires quotidiennes qui m'avaient permis de tenir. Le livre est sorti l'automne suivant, intitulé simplement « Ma maison, ma vie, ma dignité ». La dédicace était pour Jacques. À mon mari, qui m'a appris que les documents sont une protection et que l'amour véritable ne meurt jamais. Les réactions ont dépassé toutes mes attentes. Des centaines de lettres sont arrivées, de seniors qui se reconnaissaient dans mon histoire, de familles qui avaient entamé des conversations difficiles après avoir lu le livre, de professionnels de santé qui l'utilisaient comme ressource éducative. Une lettre m'a particulièrement touchée. Elle venait d'une femme de 80 ans qui vivait une situation similaire à la mienne. « Grâce à votre livre, écrivait-elle, j'ai trouvé le courage de parler à ma fille de ce que mon gendre faisait avec mes économies. Nous avons pu résoudre le problème avant qu'il ne soit trop tard. Vous m'avez sauvé la vie. » J'ai pleuré en lisant cette lettre, des larmes de joie cette fois. Ma douleur avait trouvé un sens. Mon histoire avait aidé quelqu'un. C'était plus que je n'aurais jamais osé espérer. 1 an après la sortie du livre, j'ai reçu une invitation inattendue. Le ministère des Solidarités et de la Santé me proposait de participer à un groupe de travail sur la protection des personnes âgées contre les abus financiers. Ma voix, celle d'une simple grand-mère qui avait refusé de se taire, serait entendue dans les plus hautes sphères du pouvoir. Assise dans cette salle de réunion à Paris, entourée de hauts fonctionnaires et d'experts, j'ai pensé à la femme que j'étais 3 ans plus tôt, terrifiée, isolée, convaincue que personne ne me croirait. Cette femme n'aurait jamais imaginé se retrouver ici, contribuant à façonner des politiques qui protégeraient des milliers de seniors vulnérables. À la fin de la réunion, un jeune fonctionnaire est venu me voir. « Madame Chambert, je voulais vous remercier. Ma grand-mère traverse quelque chose de similaire. Grâce à votre témoignage, nous avons pu intervenir à temps. » Je lui ai serré la main, émue. « Prenez soin d'elle. Les grand-mères sont plus précieuses qu'on ne le croit. » En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai fait un détour par le cimetière. La tombe de Jacques était propre, les fleurs que j'avais apportées la semaine précédente encore fraîches. Je me suis assise sur le petit banc que j'avais fait installer et j'ai fermé les yeux. « Tu avais raison, mon amour, » ai-je chuchoté. « Les documents sont une protection. Mais tu m'as aussi appris quelque chose de plus important, que je valais la peine d'être protégée. Merci pour tout. Je resterai forte, je te le promets. » Le vent a caressé mon visage, doux comme un baiser. J'ai souri et je suis rentrée chez moi, dans ma maison jaune aux roses dans le jardin, où le thé m'attendait et où les photos de ma vie tapissaient les murs. J'étais Hélène Chambert, 73 ans maintenant, auteure, militante, grand-mère, amie. J'avais survécu à la pire trahison qu'une mère puisse connaître et j'en étais sortie plus forte. J'avais appris que la dignité n'a pas de prix, que la famille se choisit autant qu'elle se subit, et que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. Et surtout, j'avais appris que même dans les moments les plus sombres, l'aube finit toujours par se lever. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà traversé quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez 2 autres favoris de la chaîne. Ma belle-fille m'a humiliée à Noël, alors j'ai révélé la vérité sur son passé et j'ai laissé ma sœur organiser mon mariage. Puis,
j'ai découvert qu'elle essayait de le saboter. Merci d'avoir regardé. Je vous aime.